Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle émission Les Cartes sur Table, l'émission qui parle de l'actu des jeux de cartes à collectionner, des JCE, des JCA même ou des JAC. Il y en a un nouveau type là qui est arrivé aujourd'hui, on va en parler juste après. On vous salue tous ceux qui êtes présents déjà en live avec nous sur Twitch, donc bonsoir à vous tous et bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur les podcasts. N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire pour nous dire que vous nous écoutez, qu'on est super, on a une voix super suave et tout ce qui va avec. On aime recevoir des commentaires positifs. Pour faire cette émission, je suis accompagné de Romuald. Salut Romuald. Salut Mathieu, salut le chat, ça fait plaisir. Et avec Ketal. Bonsoir Ketal. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Bah écoutez, oui, ça va très très bien. On va avoir pas mal d'actu aujourd'hui. On va faire une première partie sur pas mal de petits projets Kickstarter. Alors il y en a deux, ça va aller assez vite. Il y en a un troisième où je pense que je vais prendre un petit peu plus de temps. Et j'ai envie d'avoir votre avis à vous, joueurs, sur ce projet Kickstarter. On a déjà fait une analyse Kickstarter sur la chaîne. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, sachez que nous avons fait une petite analyse sur Dragon Eclipse. Et je voulais quand même en reparler avec vous, puisqu'il reste plus que 24 heures avant la fin de la campagne Kickstarter, et je voulais quand même avoir votre avis dessus. On va bien évidemment parler de Pokémon, parce que Romuald était avec nous. On va parler de l'Orcana aussi, parce que là, nos deux amis étaient présents au tournoi d'Octogone, mais en plus d'être présents, ils ont casté l'intégralité des tournois Octogone. Donc sur l'Orcana, donc j'ai pas mal de petites questions à vous poser, de savoir un petit peu l'ambiance que ça donne, faire un petit débriefing. Avec grand plaisir. Et on parlera aussi de Star Wars Unlimited, comme disent les Américains, parce que il y a eu beaucoup d'annonces qui ont popé là dans les dernières semaines, avec une date de sortie officielle, et pas mal de news autour de ça, même le drop, le taux de drop sur les cartes et tout. Il y a un petit sujet, je trouve assez intéressant sur Star Wars Unlimited, donc vu que c'est un jeu que moi j'ai envie de suivre aussi, donc j'avais envie d'en parler d'une manière un peu plus poussée. Voilà un petit peu au sommaire. Et puis oui, l'Orcana, comme j'ai dit, on parlera du tournoi, mais on parlera aussi des spoils, parce qu'il y a des spoils assez régulièrement sur l'Orcana. Oui. Alors, Wag qui nous dit... Wag nous Oui, dit, il n'y a que les gagnants qui ont le droit d'être ici. Et ben, vu qu'avec Ketal on a commenté et qu'on n'a pas joué, on a le droit de revenir. Mais Sasukeun, qui a fait le tournoi, n'a pas gagné, et et donc il n'est pas là ce soir. c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Il est en train de penser ses plaies, de lécher ses blessures. Exactement, Romain qui nous dit, voilà, au trop la classe, les deux plus grands commentateurs l'Orcana en France. Et oui, ils sont là, ils sont avec nous ce soir exceptionnellement, les amis. C'est chez nous. Romain qu'on connaît très bien parce qu'il fait partie à la fois un peu de l'orga entre jeux et aussi un peu de Ravensburger sur les tournois et tout. Donc bonjour à toi, hein, on se connaît bien. Bon, écoute, et on va passer aux actus très rapidement. Ça fait un petit moment que je n'avais pas parlé de la 7ème citadelle. Je le mets toujours dans les jeux de cartes, mais c'est surtout un jeu de cœur en fait. Hein. Il y a des cartes dedans, donc je considère que. Voilà, c'est. Quand t'as commencé par le que, je pensais que t'allais partir sur une autre voyelle derrière. Non, non, c'est vraiment un projet de cœur, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. J'adore le 7ème continent. Et la 7ème citadelle, bah, j'ai hâte parce que j'avais pu tester le prototype et honnêtement, les sensations étaient complètement différentes que ce que je pouvais voir sur le 7ème continent. Donc là, ils nous annoncent en fait en gros qu'ils ont eu des petits soucis au niveau de la réalisation de certains prototypes. Il y a des trucs, le PPSC en fait, les pré-productions copies. Il y avait 2-3 petits trucs qui n'allaient pas au niveau de la map monde. Donc ils ont dû la refaire faire avant d'être validés pour l'impression. Donc ce qu'ils annoncent c'est que voilà, là le prochain prototype que nous recevoir dans les prochains jours, voilà, il sera validé et ils annoncent que d'ici 8 semaines, de 6 à 8 semaines, les jeux seront ensuite assemblés et prêts à quitter l'usine la seconde quinzaine de novembre. Donc mi-novembre à peu près ou fin novembre, les jeux vont partir. Donc on les aura pas à Noël parce que le temps que ça arrive, il faut compter au moins 4 à 6 semaines de bateau. J'allais dire plutôt peut-être janvier, voire février. Ouais, je pense que clairement... Salut Roro. Je pense honnêtement qu'on est plus parti pour fin janvier, mi-janvier, fin janvier, que ça commence à faire les livraisons. Parce qu'il faut compter à peu près 4 à 6 semaines. Après le temps que ça arrive dans les conteneurs, que ça sort, que ça parte en distribution, ouais, il faut compter. Donc on les aura pas pour Noël, mais on les aura pour janvier, pour mon anniversaire. Normalement ça devrait popper tranquille. Un peu frustré parce que quand même le jeu ça fait déjà depuis un petit moment qu'il a fini d'être financé. Mais comme d'habitude ils prennent leur temps de faire leur jeu, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc sachez que voilà, dès que le jeu il arrive, il y aura forcément un live sur la chaîne pour vous présenter tout ça.
Voilà, c'était pour faire ça très rapidement. Deuxième projet Kickstarter, c'est le Dice Throne Marvel qui arrive le 14, si je dis pas de bêtises, le 14 octobre. La page de la campagne Kickstarter est déjà activée. Dans cette nouvelle campagne Kickstarter, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 8 nouveaux personnages Marvel liés beaucoup aux X-Men, voire quasi que aux X-Men, je crois, je dis pas de conneries. Et vous allez aussi avoir un tout nouveau mode coop. Il y avait le mode aventure qui existait dans la version entre guillemets classique de Dice Throne. Et là, en fait, ils ont rajouté un nouveau mode qui s'appelle le mode coop avec des missions. Le mode mission, excusez-moi. Donc, je sais pas trop exactement, ils ont pas présenté. Enfin, pour l'instant, ça reste assez flou. Mais je pense que ça va être quelque chose qui risque d'être assez différent du Dice Throne Aventure. Du moins, je l'espère. J'espère qu'ils pourront renouveler un peu ça, parce que Dice Throne Aventure, j'aime bien. Mais j'avoue que j'ai tendance plus facilement à sortir le Dice Throne classique que le mode aventure, parce que le mode aventure, c'est beaucoup plus long en termes de mise en place, les parties sont beaucoup plus longues, c'est plus du tout le même délire. Ouais. Donc sachez qu'on devait faire une vidéo sur la chaîne la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais par manque de temps au niveau de mon planning, j'ai pas pu le faire, parce qu'il y a Sasuken et Otal qui voulaient découvrir un peu plus le jeu. Donc sachez qu'il y a une vidéo qui sera prévue peut-être pendant la campagne, on va essayer de voir si on peut toper, parce que souvent ils font des modules TTS, Roxley. Donc peut-être qu'il y a moyen de récupérer un module TTS et d'essayer les nouveaux personnages s'ils les mettent à disposition. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a d'entre vous est chaud sur le projet ou vraiment vous Dice Throne ça vous passe complètement au-dessus? Faut que je prenne le temps de tester un jour. Je sais que c'est un jeu qui me plaira, c'est sûr. Maintenant, tellement de jeux, tellement de peu de temps. C'est ça. Vraiment C'est le problème, temps. Clairement. C'est le temps. Donc ça c'était le projet Kickstarter. Le troisième projet Kickstarter, c'est celui qui va nous prendre un petit peu plus de temps. Ah, C'est Dragon Eclipse. Un jeu de Awaken Realms, comme je sais si bien le dire, qui va bientôt dépasser les 3 milliards, les 3 millions, parce que 3 milliards c'est beaucoup, les 3 millions, le mec il chauffe beaucoup trop. mais c'est 3 milliards. J'ai toujours des problèmes avec les chiffres, c'est terrible. 3 millions d'euros quand même, là il reste plus que 24 C'est heures. énorme. C'est quand même... Attends, 3 millions pour 16 000 contributeurs, mais ils ont tous 1200 balles ou Alors, c'est un truc de ouf. Alors, Je pense que quand tu vois la gueule de la figue, de base, Oui, je pense que de ça, base, le truc de base doit être à 150, j'imagine. non, pas si cher que ça. Vous allez voir juste après, mais c'est vrai que les Plus figurines... 350 euros. Non, je crois que c'est 120 euros, je crois, le pledge de base avec la figurine dedans. Avec tout le contenu plus la figurine, donc ça reste quand même assez propre. Pour faire assez simple, on est sur une espèce de Pokémon-like. C'est des monstres qui vont avoir des évolutions. Tu vas avoir un mode aventure où tu vas pouvoir partir en quête pour affronter des... Alors je sais plus c'est quoi les noms qu'ils utilisent pour... Je les appelle les Pokémon, mais c'est pas ça, mais des Pokémon légendaires que tu vas pouvoir capturer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'est le mode aventure. Tu as le mode duel, celui qu'on voit actuellement, en fait, où tu es dans une arène, que tu as des cartes de tes Pokémon, tu pourras envoyer des attaques de feu, de glace et autres. Et puis après, tu as le mode Legacy, où là, en fait, tu affrontes, par exemple, tous les Pokémon légendaires les uns après les autres, et dès que tu meurs, c'est la fin de ta partie. Voilà. Un peu pour faire globalement le résumé. Et en fait, c'est un tout nouveau système de jeu qu'ils appellent ça, c'est le jeu d'aventure à collectionner, le Jack. Où en gros, en plus à l'intérieur d'avoir tout ton jeu, tu vas avoir aussi des boosters. Des boosters à ouvrir, comme les boosters Lorcana. Mais quand tu pledges le jeu, tu auras l'intégralité des cartes à l'intérieur. En fait, les boosters sont aléatoires. Ah. J'ai perdu. Non, on n'est plus en live, on bouge plus non plus. Ah, Ça y est, on est revenu. On est de retour. Oui, et je revois vos caméras Il y a eu un petit bug. Je vois bonjour. ça. Alors, Ok. est-ce qu'on est tout bon? Ouais, on est tout bon. La Il faut, technique. il faut savoir que Mathieu habite à la campagne, et donc forcément, vous J'ai savez ce que SFR c'est la province. Non, mais j'ai SFR qui était en travaux aujourd'hui. Je pensais qu'on ne ferait pas live parce que j'ai cru qu'ils avaient tout coupé. Le réseau est assez chelou depuis ce matin, donc désolé pour les micro-coupures. Ça dure pas très longtemps. Oh, yes! Merci, Astier. Oh, Astier! 2 ans C'est les 2 d'abonnement! ans. Bravo, Félicitations! félicitations. Voilà. Alors, on me dit dans le chat, marre des Kickstarter des jeux et les recevoir 4 ans plus tard, je passe là-dessus. Alors, entièrement d'accord avec toi, c'était l'un des sujets que j'allais aborder. On a dit une connerie lors de l'analyse Kickstarter en disant qu'il fallait prendre en 2 vagues plutôt qu'en une seule vague, sauf qu'il n'y a qu'une seule vague en fait qui est prévue en fait sur le jeu. En fait, ils enverront tout d'un coup, parce qu'à Awaken, c'est un peu les pros de t'envoyer la boîte de base, et après, 3 ou 4 ans plus tard, de t'envoyer tous les stretch goals, tout ce qui est extension et autres. Donc c'est vrai que quand tu pledges... Il reste un jour. Comment? J'ai pas vu. Ouais, il reste, En plus, il reste 23 heures, ouais. Donc c'est vrai que si tu pledgeais en fait en une seule vague, et ben en fait attendais de tout recevoir avec tout le contenu
Genre 4 ans plus tard, c'était ultra frustrant. Donc c'est vrai que je conseille toujours à tout le monde de passer en double vague avec Awaken pour justement éviter cette frustration. Est-ce qu'on peut juste parler un petit peu de ce sujet-là? Parce que moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Oui, dis-moi. En fait, bah là, on est sur un type de jeu qui est un jeu à grosse figue. Clairement, toute la com dans la vidéo que tu nous as montrée, elle est axée sur le matos, les cartes qui Complètement. brillent, Oui. les belles figues, etc. Aucune démonstration des règles, etc. Aucune mise en avant des designers. Là, c'était vraiment du pimp matériel mis en avant. Et pour ce genre de jeu, effectivement, ça me saoule d'attendre 4 ans. Par contre, si on prend le principe du gars qui a fait Root, qui dit, je suis en train de développer un jeu, je fais le Kickstarter maintenant, Hmm. mais le Kickstarter sert à payer mon salaire pendant que je finis de faire les règles, et de toute façon, vous me connaissez, j'ai fait Root. Après, le jeu, quand il va sortir, il sera bien. C'est totalement différent. Et pour un auteur indépendant, pouvoir se payer un salaire sur le Kickstart, parce qu'à la fin, le jeu, il va sortir dans 4 ans, comme pour les autres Kickstart, moi, je trouve ça beaucoup mieux. Je suis Parce que d'accord. ça fait une espèce de sécurité pour les auteurs déjà reconnus, et Hmm. c'est toi qui décides de lui faire confiance ou pas. De toute façon, c'est un peu le principe à la base que voulaient les Ouais, Kickstarter, c'est-à-dire financer des gens pour qu'ils puissent faire des projets. bah, Et ça a été détourné de son but en faisant juste une plateforme de vente de projets en mode bah, au moins on est sûr de vendre le bon nombre, on Hmm. n'aura pas de stock à gérer. Ouais. ouais. Ouais, C'est je de la suis. préco, quoi. C'est de la préco. C'est de la préco. On est d'accord là-dessus. Et tu dis quelque chose, Romuald, qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est exactement l'un des problèmes de cette campagne Kickstarter. C'est qu'il te montre que le matos. Et très peu de gameplay. Si tu veux des gameplay, il faut que tu ailles voir des reviewers américains qui font une micro-partie et tout. C'est pas très clair. Même aujourd'hui, à Je trouve ça 24 heures en marrant. fait, du live, enfin de la fin de la campagne, bah, on n'en sait toujours pas plus au niveau du gameplay, quoi. Donc, Attends, j'aime bien parce que remonte juste un peu l'écran, c'était marrant parce qu'on parle justement de gameplay et c'était marqué. Remonte encore un peu, remonte encore un peu. Voilà. Une expérience roguelike purement axée sur le gameplay. ouais, Bah c'est ouais, bah ça. montrez-le. C'est vrai. Ils ont, C'est ils marrant ont qu'on demandé à parle de ça, ChatGPT je de le sais sortir en des phrases gros. pour vendre le jeu, et puis... Mais oui, Ouais, c'est c'est ça. pas impossible. Mais après, moi, j'avoue, tu vois, concrètement, je le dis toujours, je suis un peu j'aime le côté visuel, le côté bling bling. Là, on me monte des dragons, tu vois, déjà d'un Les coup, filles ont l'air très belles. ouais, on me monte des cartes qui sont sublimes. En fait, j'y vais. Et en plus, Awaken, jusqu'à présent, ils ont toujours réussi leur jeu. Enfin, ils ont jamais. Il y a eu des loupés, il y a eu des jeux un peu moins bons que d'autres, mais à chaque fois qu'il y a un jeu qui est sorti d'Awaken, ça a toujours été une réussite. Donc c'est aussi pour ça où tu peux te dire bon, je les connais, ils sont pas mauvais, de pledger là-dessus, tu prends entre guillemets pas trop de risques entre guillemets, c'est pas un mythique. Par exemple, si je dois donner un exemple d'un comme ça, quoi. Non mais, alors c'est de la Oui. précommande, mais au final, ils finiront par avoir une trésorerie importante et te referont un starter pour revendre un autre. Oui, bah, c'est toujours pareil, hein. C'est exactement pareil. En fait, c'est tu payes ce jeu-là pour avoir entre guillemets pour pledger l'autre. Mais bon, je trouve voilà moi que la promesse peut être sympa. Le fait d'avoir des figurines, de pouvoir jouer avec tes cartes Pokémon et tout, je trouve que l'idée en elle-même, elle est pas mauvaise. Maintenant, c'est vrai que ça montre un peu ça manque un peu de gameplay. Donc tu vois toutes les figures, tous les monstres qui sont là. Il y a des exalted machin choses, Ouais, ouais. des versions différentes. C'est super beau. Il y a du shiny. Ouais, En ouais. même temps, s'il fait peint différemment, c'est un shiny, hein, déjà. Oui, oui, non mais c'est clair. Et donc il y a cette partie, en fait voilà, donc pour 119 $, en fait, donc il faut compter les frais de port et la TVA, ça c'est quelque chose qui est très important. Mm. Bonsoir Ouais, ouais. Franck. Bah pour 120 $, en fait, tu vas te retrouver avec les 30 figurines donc les Missling qu'ils appellent ça, les fameux Mm. Pokémon, toutes les figurines, les emballages premium des boosters, parce que tu as les boosters, comme je disais, à ouverture. Ça, je comprends pas. Honnêtement, les ouvertures de boosters, je comprends pas pourquoi elles sont aléatoires, parce que alors, excusez-moi, je scrolle un peu toutes les figurines, parce qu'après, J'imagine que ta créature a des kappas différentes et que les bah, kappas qu'il peut jouer dépendent des boosters que t'as. Alors c'est possible, mais vu que c'est un jeu aventure, ça aurait été plutôt beaucoup de jeux le font, tu sais, avec des enveloppes que tu Ouais. ouvres et tu t'ouvres ton paquet. Et parce qu'en fait, là, en gros, ils vont te dire ouvre un paquet, tu vas prendre un au hasard, tu vas ouvrir et ça va te permettre de pouvoir améliorer tes starters ou tes attaques et Ah autres. bah, Donc, de toute parce façon, que la question n'est pas compliquée, hein, c'est qu'il y aura de la vente de boosters ensuite sur leur site ou sur les boutiques et c'est ils veulent pas, juste que c'est pas leur impossible. Ouais. jeu. Ah bah, pour moi, c'est assez clair. C'est en gros, ton jeu de base, voilà, il coûte 119 balles. Maintenant, si tu veux le pimper, tu prends des boosters en plus sur internet. Et voire même s'ils font un format compétitif en un contre un ou des trucs comme ça,
Ouais. Bah là, Avec c'est leur un mode pro- duel. ça devient un TCG au final. Ouais, Oui. non, Et mais bien sûr, ils ont juste dit JCA parce qu'il y a un plateau et des figurines, mais c'est ça. enfin Alors, GAC, pardon. il y a un truc encore plus drôle, c'est que quand t'as ouvert ton booster et compagnie, mais que tu veux refaire l'aventure, ils ont mis des petites enveloppes luxurieuses qui te permettront d'organiser et stocker vos boosters de cartes en toute sécurité, ainsi assurant une rejouabilité de 100% de votre jeu. Merci pour les bits, Mais- Mad Max. Ah yeah, merci de nous donner du soutien dans ce moment de difficulté. On va pouvoir financer une régie. Ouais, c'est ça. Une connexion surtout qu'on va pouvoir financer. Hop là. Je vais... C'est pas. Alors, toc. Ah, hop, moi j'ai les images tout de suite. Toc, toc. Ok, alors je remets en plein écran. Et les Voilà. doubles alertes au cas où, je sais pas si ça change quelque chose. Si tu Non, veux je pas. sais pas du Ah, tout. mais ouais. Il faut pas faire... Alors qu'est-ce qu'il me dit? Oh, Faut joli. pas faire midi, c'est trop tôt dans la semaine. Ouais, c'est ça. Oh, merci Phil. Merci Phil. Merci beaucoup Phil. Ah, 17 mois. Eh, 17 mois Phil, tout à l'heure on a eu Astier pendant 24 mois, Ouais. franchement les Bah, gars, ça monte, ça monte. Hein. ça monte. Alors excusez-nous pour les petits soucis techniques, je vais essayer de redémarrer tranquillement, j'ai mis moins de pages internet que ce que j'avais programmé, ça va être un peu plus long, je suis désolé, je suis en train de tout refaire un petit peu tranquillement. On était sur... hop là, on était sur le Dragon Eclipse, et je sais plus sur quoi on parlait des boosters de cartes, oui, Ouais. c'était l'un des sujets, ça. boosters de En cartes. fait, on disait un peu que, ouais, au final, leur but, c'est clairement de faire un JCE et c'est juste qu'ils ont mis des plateaux et des figurines Hmm. pour vendre ça de manière un peu différente. Ouais, complètement. Complètement. Donc là, tu vois, tu as ton encyclopédie, en fait, un peu comme ton Pokédex, hein, tu vas pouvoir mettre tes Pokémon dedans et tout, avec tous les pouvoirs qu'ils veulent avoir. Enfin, franchement, Ça s'appelle un binder. ouais, c'est ça. T'as le livre des lieux, en fait, parce qu'en fait, en gros, tu seras sur des lieux, et en fait, en fait, t'auras un compteur de temps, Ouais. en termes de tours, et au bout de X tours, en fait, t'as une carte événement que tu vas devoir retourner. Et en fait, Ok. tu vas devoir, en fait, après, avec le script, tu vas pouvoir te balader dans les maps, et lire l'histoire. En fait, il y a toute une histoire de fluff et compagnie. L'aventure, elle a d'être très présente. Les visuels sont sublimes, je trouve. La Mm. DA du jeu me fait un peu penser à Dofus de loin. Ouais, dans l'esprit très coloré Ouais. comme ça, ouais, c'est Ouais. pas... Le background art, ouais. Pas Ouais, de les manière Pokémon, mais générale, le là, background le art. donjon, la ville avec le petit truc et tout, je sais pas, il y a Ouais. un petit côté Dofus. Donc là, ça me fait beaucoup penser à League of Legends, l'histoire de l'arène. Là, en fait, en gros, t'es sur une map Mm. où tu vas pouvoir te mettre dessus. T'as 10 maps différentes. Alors, ils te proposent d'avoir les playmats et tout dessus. Je le conseille pas trop. Et puis après, voilà, le fameux roguelike, où vous allez pouvoir, en fait, à chaque niveau, affronter un nouveau monstre. Et puis, bah, en fait, tu peux passer du 1 au 2, du 2 au 3, et au fur et à mesure, comme ça, avec des Ouais, niveaux ça de s'améliore. plus en plus durs. Mm. Les figurines sont sublimes, ça là-dessus, surtout quand C'est elles sont vrai. peintes comme ça, franchement, ça envoie du lourd. L'édition spéciale, celle que je conseille, parce qu'en fait, t'as un peu le all-in avec le dragon, puis toutes les figurines et tout, qui est donc à 115 €, donc avec la TVA et les frais de port. Mais ils permettent un truc qui est plutôt bien sur GameFound maintenant, c'est que tu peux payer en plusieurs fois ton pledge. Tu peux le payer en 7 Mm. fois. Donc en fait, dès que la campagne est finie demain, bah, tu seras prélevé donc de 16,46 €, plus 16 € plus 16 € au bout de 7 mois. Mm. Et après, tu pourras valider ton pledge. Donc à la fin, tu repéreras donc la TVA et les frais de port pour terminer. Mais ça te permet de diluer ton virement, quoi. Pour lieu de prendre les 120 balles d'un coup, ça permet. Alors, faut faire gaffe, hein. Parce que ça, c'est le truc vicieux où tu achètes plein de jeux comme ça en plusieurs fois sans frais. Et en fait, à la fin, tu te retrouves à avoir des mensualités par mois et de ouf, quoi. Si Donc, tu te retrouves à payer 120 balles par mois, alors que t'achetais un jeu 120 balles par mois, ça reste pareil. Donc, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, après, chacun fait comme il veut. Après, il y a différents pledges, mais je trouve que honnêtement, le premier pledge pour 115 €, je trouve que quand même, t'as quand même une sacrée base, t'as quand même du sacré contenu. Donc voilà. Mhm. C'était la petite news Kickstarter. Je voulais en parler parce que c'était un peu un jeu de cartes aussi, un peu esprit Pokémon. Je voulais en discuter avec vous. En parlant de Pokémon, parce qu'ici nous savons faire des transitions, c'est pour tout. oh Et Et ici, nous ouais, value votre privacy. c'est ça, c'est la partie Pokémon, les Poké News avec Romuald. C'est la parole est à toi. Oh, vous savez que la connexion de Mathieu euh, est probablement mieux que saut de connexion pour parler d'une publicité, ce qui est
Alors, est-ce que nous sommes revenus après ce lag J'espère, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Allez, t'entend. Ok, bon, on t'entend. c'est revenu, c'est une Parfait. catastrophe, hein, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, c'est pas revenu sur le stream, par contre. Ah, pourtant, moi je En suis tout cas, en Non, vert là, du côté de d'OBS. est-ce que est-ce que c'est... Oui, c'est bon ça y est, c'est bon. pour moi. Ah Ah. non, ah non. En fait, Non, dès c'est. que je me lance sur le stream, en effet, le stream, il Putain, c'est une Moi, j'ai le il stream lag. catastrophe. ouvert Ah non. pour monitorer. Étrange, on avait réglé tout nickel et pour que ça se. Ah, Pour que ça. ouais, là, le stream, il est encore cassé. Ouais. Mm. Petite parenthèse, faut vraiment qu'on prenne le temps de mettre en place les collections de scènes et tout sur mon Streamlab OBS pour que si jamais il y a un problème comme ça, au pire, je prends la relève. Mm. Et ça fonctionne très bien depuis plusieurs semaines. Bah oui, mais si jamais tu as des problèmes de connexion SFR, Mm. qu'ils ont fait des travaux, forcément. Bah ouais. Encore une fois que je regarde en direct, les pauvres gens. Putain, bah Je vais ouais, faire ça monter à casse. 35 spectateurs, quelle belle. Ça casse les couilles, putain. Sinon, l'autre solution, c'est on enregistre ça en VOD, mais bon, il n'y a pas de. Oh, je le vois, je le vois. Oh mon dieu, oh mon Oh, dieu. Ouais, nous sommes de retour ou pas? Moi je suis dans le vert sur De OBS. retour. C'est bonjour. une catastrophe. Je suis désolé pour ceux qui disent c'est la première fois que je regarde en direct et tout. Je suis vraiment Il y a eu désolé. tellement de premiers messages dans le chat, les Ouais. Ouais, pauvres. ouais. En plus, avec le tournoi qu'on a commenté avec Etal, on a dû parler de la chaîne et les gens ont voulu venir. Enfin, il Ouais. y a plein de choses qui font que voilà. Merci les Mais sachez que normalement, ça n'arrive pas comme ça. C'est ouais. vraiment Mathieu qui est notre host qui a des travaux sur sa ligne de connexion. Voilà. Voilà. Normalement, SFR ne passe pas le jour même. Voilà, c'est Normalement. ça. Alors, en fait, le truc, je vais vous dire aussi la vérité, c'est que cette émission, je voulais absolument la faire ce soir, parce qu'après, moi, je pars en déplacement pendant 2 semaines pour le travail, et je ne pourrai pas faire d'émission. Quand je vais revenir, j'ai aussi beaucoup de travail et tout, je pourrai pas faire d'émission pendant au moins un mois, donc en fait, c'était maintenant ou jamais pour faire l'émission. Quand j'ai vu ce matin qu'ils faisaient des travaux sur la ligne, j'étais un petit peu dégoûté, mais quand j'ai fait les tests, speed test et tout, ça avait l'air de marcher, mais ça me semble très instable. Alors, est-ce que OBS aussi met un peu du sien? Donc, on le disait juste avant, si vraiment ça galère trop, on terminera l'émission comment ça s'appelle, en VOD. Et il y aura le début qui sera du live et la suite en VOD qu'on diffusera demain ou mercredi sur la chaîne YouTube. Je suis vraiment désolé. Donc vas-y Romuald, tu peux parler, c'est ton moment. Vas-y, Alors, go. rescreen pas sur les vidéos, comme ça économise de la co. Ouais. Oui, non, mais Euh, réponds à toutes les vidéos et lance-les pas, on va gagner ouais, du temps. Enfin, je Mm. lance pas les vidéos, comme ça, c'est... Voilà. Alors, Pokémon, il y a en novembre la sortie de Paradox, Paradox Rift, qui va amener plein de nouvelles cartes et on continue d'avoir des spoils. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que tout ce qui est méta, etc., on en parlera à la sortie, parce que ça va vraiment être une grosse émission mi ou fin novembre pour parler de cette sortie-là qui va arriver. Mais je voulais vous parler un peu des arts, parce que depuis quelques temps, je vous le dis de temps en temps, Pokémon fait un peu attention à ses arts. Il y a des cartes cool, des cartes de plus en plus belles, je trouve, dans le jeu. Et là, ça continue, c'est-à-dire que tu peux descendre un petit peu. Oui. On va surtout les full art. Voilà, par exemple sur ce Terra Cruel full art, tu peux cliquer dessus pour qu'elle s'affiche en grand. On commence à avoir vraiment des full art qui sont hyper cool, je trouve, dans le jeu. Et ça, c'est des cartes qui, au final, valent pas forcément si cher que ça dans la sortie des trucs, mais qui font que le jeu est tellement plus beau. Et c'est-à-dire Mm. que pour 5-10 balles, tu peux commencer à pimper tes decks pour mettre des full art qui ressemblent à ça, etc. Et il y a vraiment un accès un petit peu comme ça à la collectionnite pour les joueurs qui est permise par ces cartes qui sont pas seulement des ultra rares, mais juste des alternates en full art un peu plus communes, que je trouve très très belles. Et puis tu peux descendre, il y a d'autres exemples dans ce qui a été spoilé. Voilà, donc ça, enfin, ça fait Choupi, trop le petit plaisir. Magby. Ça fait trop plaisir de voir des cartes comme ça, des applis de génération aléatoire de Pokémon. Alors, ils en sont pas encore là, Mais bientôt, mais bientôt, bientôt. mais, par contre, effectivement, le fait que ces cartes-là sortent, ça veut dire qu'ils commencent à bosser avec des artistes qui font des trucs très très Oh, cool. attends, on remonte là le. Ouais, le Arma Rouge. Ah ouais. Donc ça, c'est un Arma Rouge X. On a prévu... Enfin, on a prévu. On a à peu près une idée de comment ça va se jouer. Et pour le moment, il manque un petit peu de support pour être vraiment méta. Mais c'est une carte intéressante, on en parlera. Quand on fera une review de l'extension, je pense qu'on fera une review de l'extension avec les cartes sur table. Et voilà, là, cette ligne-là, je la trouve superbe. Et ce glissopod, il est tellement beau.
Hmm. Enfin, on a vraiment un travail sur les ambiances dans les arts et ils font appel. Voilà, là, on voit très bien les deux versions de la carte, hein. Hmm. Hmm. Celui-là, il vaudra sans doute 2 balles et celui d'à côté, il vaudra 5 ou 7 balles. Ça, c'est C'est à bien peu près ça, que ça ces explose prix-là. pas. Mais voilà, on a vraiment des artistes avec des tendances un peu particulières, hein. Ça, c'est un type d'art qui n'est pas forcément en rapport graphiquement avec le reste. Mais comme c'est Hmm. Pokémon, c'est de toute façon des Pokémon dessinés, donc on reste dans le même thème, et puis il n'y a pas besoin que les arts soient cohérents entre eux dans un deck. Ouais. Et du coup, on peut se retrouver avec des cartes comme celle-là, euh, Tu m'étonnes. sont vraiment. Enfin, quand je vois ces spoilers-là et je me dis, putain, c'est un jeu, il y a 4 ans, on avait des trucs en 3D et des cartes avec des photos de pâte à modeler et très peu d'art. Et maintenant, on a sur une page de spoil 5 cartes qui ressemblent à ça. Mais ça fait Ouais. Ouais, non, vraiment il est vraiment plaisir. beau. C'est Il vraiment. est vraiment beau. Ouais. Mhm. Bah, ça donne une bonne image et ça donne aussi des beaux indicateurs pour la suite, hein, au Mm. niveau du jeu, quoi. Mhm. Complètement. Complètement. Donc, ouais, vraiment, voilà. Et puis là, il y a le Cléopsitra qui est. Voilà, si vous aimez les trucs un peu léchés, ça, c'est. Donc Très joli. voilà. Et puis juste, tu peux remonter parce qu'il y a une carte qui va totalement chambouler le méta. Tu peux Dis-moi. descendre. Tu Ah, peux descendre. C'est le premier item. Le catcher, c'est le petit pistolet. Voilà, celui-là. Counter Catcher, c'est une carte. Quand elle a été révélée, les gros youtubeurs ont fait des vidéos dessus. C'est genre vraiment, la carte elle a été révélée, et Azul, qui est un des plus gros youtubeurs et qui est champion du monde aussi, Mhm. il a fait une vidéo de 15 minutes pour expliquer, genre, ça vient d'être spoilé et ça va changer le jeu. En fait, c'est une carte qui dit, si j'ai moins de prix que l'adversaire, je peux prendre un Pokémon sur le banc et le mettre en actif. Donc c'est comme Boss Order qui est un supporter, sauf que c'est en item si on est en retard au prix. Et donc c'est un jeu qui Mais va. attends, c'est un Pokémon adverse que tu peux prendre du banc et les mettre actifs. C'est pas un Oui, des tiens. non, c'est Ouais, pas ah un oui. des tiens. D'accord, du coup, ok, ok. C'est pas un switch. C'est vraiment un gust, donc aller chercher un Pokémon adverse pour le mettre devant. Mhm. Et donc, vu qu'il est en item et pas en supporter, ça va changer totalement le jeu, ça va changer totalement le rythme du jeu. Ça va permettre des comebacks beaucoup plus faciles. Donc, vraiment, euh, cette extension qui va sortir, plus on a de cartes dedans et plus on est fou. Il va y avoir 4 decks viables, il va y avoir 5 decks intéressants qui sont pas tier 1 mais qui peuvent faire des trucs, plus hmm. des items qui vont changer le jeu. Enfin, on est vraiment sur un gros gros shake de méta et ça fait plaisir. Ouais, c'est ce que tu avais dit, de toute façon, que c'était vraiment cette Ouais. extension qui allait être la suite du. Enfin, qu'elle allait vraiment rebooster vraiment le jeu, quoi. Le jeu en Hmm. lui-même. Ok. Je Jeu, passe. jeu, Oui. ouais, on peut passer à la suite, hein, parce que le C'est jeu en lui-même n'a pas besoin d'être boosté. Par contre, il se passe des choses. Vous voyez, voilà, au Brésil, on avait plus de 300 joueurs. Et qu'est-ce qui Merde. se passe? Putain. Je peux revenir en arrière. J'ai cliqué, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a plein de Dracofeu. On ne sait pas pourquoi, mais les Ah, Brésiliens, ils aiment bien Dracofeu. Ils ont fait plein de variantes de Dracofeu. Et du coup, on se retrouve avec 4 ou 5 Dracofeu en top 8. ouais. Euh, 5 Dracofeu en top 8. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est pour contrer le deck dominant du moment ou Alors, en fait, non. En fait, ce qui se passe, c'est que Dracofeu. Ah, Du Ouais. coup, en Europe, on s'était dit, euh, bon, on va le tester, mais c'est sans doute un deck de Kiku. Parce que c'est Dracofeu. C'est oui, bah oui. Dracofeu Dark. Et en fait, le deck a des stats à chier en ligne. Le deck Ouais. a vraiment un win rate éclaté au sol. Hmm. Ok. Simplement, Et en parce que c'est fait, Dracofeu. c'est parce que c'est tous les noobs qui le jouent. C'est Et donc, ça. le deck a un win rate éclaté. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le deck avait un win rate éclaté. Il n'était pas joué au Japon, mais au Japon, le méta est différent. Oui. Du coup, il y a plein de top players qui n'ont pas mis les mains dedans. Parce qu'ils se sont dit, c'est un piège à con, j'y touche pas, je vais pas prendre du temps Du de temps building ou. Ouais. et de training sur le deck. Et en fait, bah, ceux qui l'ont fait, ils ont trusté au Brésil. Et du coup, le tournoi d'après, tu peux mettre la page d'après, euh, qui a eu lieu. Donc là, on voit que le top 8, donc il y en a qu'un en top 8. Mais c'était un tournoi à 1723 joueurs, hein. Pokémon Ouais, continue ouais. de faire des tournois psychopathiquement En termes full. de. Ouais. Je vois ça. Enfin, en termes, enfin, c'est juste un régio, hein. Enfin, Ouais. c'est même pas un pro tour, c'est vraiment genre, c'est considéré comme un gros tournoi pour plusieurs pays adjacents ou aux États-Unis pour plusieurs comtés adjacents. Bah voilà, 1700 players. Enfin, en Europe, c'est les tournois à 700, 900 ou 1000 joueurs qui se remplissent en 20 secondes. Enfin, le jeu continue de porter tout. Donc voilà, ce que je veux dire avec Peoria, c'est que les qualifs pour le jour 2, donc les gens qui ont fait au minimum 6 victoires, 2 défaites et une égalité, donc un très bon goal average au jour 1 qui passe jour 2, et ben le deck majoritaire c'était Dracofeu. Il y a vraiment eu une espèce de méta shift où genre, ah mais en fait ça marche, on l'a vu au Brésil sur un tournoi à 300 joueurs, et derrière
tous les gens qui n'avaient pas envie de s'investir, mais qui avaient les cartes dans un coin, ils ont pris le deck en main, ils ont testé, ils ont vu qu'effectivement le win rate était éclaté parce que c'était joué principalement par des noobs, et que dans du BO3, dans une méta occidentale, le deck avait totalement sa place. Et du coup, le deck a intégré le méta après, alors que ça fait 2 mois que l'extension est sortie. Ok. C'est ouf, ça ça. qui est rigolo. Il y a eu un délai de 2 mois en fait entre la sortie de l'extension et l'arrivée du Et deck. l'arrivée du Ce qui PA. normalement pour un deck tier 1 n'arrive jamais. Normalement à la sortie du deck, le tournoi d'après, il est joué par tout le monde. Mais là il y avait vraiment eu plusieurs contre-signaux qui se sont avérés faux, qui ont fait que le deck a pris du temps à sortir du bois. Et du coup je trouve ça assez rigolo quand ça arrive. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, Donc au niveau des voilà. news Pokémon, c'est bon pour toi? Ouais, on est tout bon. Ok. Il n'y a pas grand-chose à dire en ce moment, hein. Les tournois continuent d'être full, mais je veux pas vous parler de la scène vraiment compétitive. On en parlera pour les championnats du monde les championnats d'Europe. Bon. Ça marche. Au niveau de la suite de l'émission, les gars, je vous propose soit on parle de Star Wars Unlimited. Ouais, let's go. On parle de ça. Alors, laissez-moi juste Ouais, quelques secondes pour retrouver C'est parti. tous mes historiques de trucs. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la sortie du jeu est officiellement annoncée pour le 8 mars 2024. Voilà. Star Wars Unlimited, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est le nouveau jeu de cartes à collectionner Star Wars de FFG. Qui revient après de nombreux mois et de nombreux jeux compétitifs complètement, comment dirais-je, détruits. Donc ils partent de très très loin et on en avait déjà parlé nous dans l'émission. On s'était toujours dit, le jeu pas mal, mais bon vu que c'est FFG, tu sais, il y a un petit peu un côté du genre, est-ce qu'on va y aller ou pas? Parce que franchement on va pas se tirer une balle dans le pied quoi. T'as pas envie de souffrir quoi. Le problème, le jeu peut être très bien. Le problème, c'est que le projet de base, au niveau des cibles, c'est compliqué parce que entre les gens qui aiment FFG, qui voulaient un JCE et c'est pas un JCE, les gens qui aiment Star Wars mais qui ont vu les jeux être massacrés par FFG à chaque fois et du coup ils ont plus confiance, et les gens Ouais, qui aiment les jeux de cartes, et en ce moment, au niveau jeu de cartes, le marché est sursaturé. C'est compliqué à mon avis, hein. c'est compliqué. Alors la première news que je voulais mettre en avant, c'est celle des drops. Je crois pas qu'on en ait parlé en live. Des drops de boost en fait, des boosters. Il y avait un Et sujet pas assez... des, pas des drops de co donc. Non, non. Euh, il y avait un sujet assez intéressant, je trouvais, sur ça. Le petit coup de boost qu'ils ont. Il y a eu un article. Alors, honnêtement, je trouve que cette ouverture, entre guillemets, enfin, cette transparence au niveau du taux de drop pour des légendaires et compagnie, je trouve que c'est super bien qu'ils l'aient fait. Encore, tu sens vraiment qu'au niveau de leur com, ils essayent de faire. D'être Oui. le plus Après, transparent possible, quoi. beaucoup, genre vraiment beaucoup de boîtes maintenant le font au niveau des jeux de cartes à collectionner. Je crois qu'il y a que l'Orcana en jeu récent qui l'a pas fait, ou en tout cas je l'ai pas vu. Mm. Mais Fashion Blood le fait, Magic le fait, Pokémon le fait. Donc je pense que si vous voulez se lancer dans le marché, c'était un peu obligé de le faire aussi. C'est vrai. Donc, en gros, un booster est égal 16 cartes. Pourquoi? Parce que ils veulent mettre à fond le jeu, ils veulent vraiment pousser le draft et le scellé. Donc Mm. les boosters en fait à 16 vont permettre de pouvoir créer des decks plus facilement. Là où l'Orcana par exemple, en scellé en fait tu prends 8 boosters je crois, et tu prends toutes les cartes de multicolores et compagnie, ça fausse un peu le jeu, ça par Oui, rapport... différemment, oui. Ouais. Donc, alors que là, ils ont vraiment réfléchi un peu plus pour que ce soit le plus équilibré possible. Ouais. Dans un booster, donc comme on le sait, voilà, il y aura 9 cartes communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire. Donc, ce qui fait un total de 13 cartes. Et après, il y a un leader et une base qui aura toujours dans les boosters, justement, pour le mode draft et scellé. Donc, ce qui fait que quand tu ouvriras ton booster, tu auras forcément une base et un leader qui sont obligatoires dans chacun des decks. Après, ils nous ont présenté... et en ajoutant le leader base, on arrive à 15, donc il en manque une. Voilà. Carte est une carte foil. Voilà, la fameuse carte brillante. Et ils montrent là la différence avec une nouvelle version qui s'appelle la Hyperspace. C'est un full art. Ouais, c'est un full art. C'est une enchantée de côté de l'Orcana à peu près. Enchanté, c'est encore autre chose. Mais Ouais, là, c'est Il n'y a, il y a pas d'alternate. Il n'y a Ouais. pas d'alternate art. C'est une Donc full là, art. on voit la différence entre les deux cartes que je trouve vraiment, j'aime beaucoup le. Après, elle est pas non plus. Enfin, les deux, elles sont jolies si tu veux. Celle-ci, elle est bien Ouais, parce qu'elle est en full art et autres, mais bon, c'est pas non plus. Si tu les as pas, c'est pas un Bah, souci. en vrai, Voilà. ça aurait été un LCG, il y aurait eu que des full art parce qu'ils aiment beaucoup ce type de design, hein, chez Mhm. FFG. C'est vrai. Et là, nous avons aussi une nouvelle variante
qu'ils appellent le variant Showcase, C'est qui ça. lui ne sera présent, je crois, que tous les 256 boosters. On va voir ça juste après. Hein. Et ça, la vraie enchantée du Ouais, jeu, entre guillemets, ça, le c'est truc les enchantés. ultra rare qui va valoir C'est un ça. montant astronomique. Donc, ici, ils ont, en fait, ils ont mis donc une carte foil, donc toutes les une carte, tous les boosters. Mhm. Tous les 8 boosters, t'auras une légendaire. Ouais. Donc, ce qui fait que un display, c'est 24 boosters, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, 24 booster packs. Donc, ce qui fait que vu que t'en as un tous les 8, donc t'as à peu près entre, on va dire, si t'as un peu de chance, tu peux aller jusqu'à 4 légendaires. Allez, si t'as un peu de chance, tu peux aller entre 3 et 4 légendaires par display. Mhm. Les Hyper Space, tu en as 2 tous les 3 packs. Donc ça, c'est les full art. Ouais. Donc ça, c'est pas ça. mal. Les Hyper Space rares Legendary, donc 1 tous les 15 packs. Mhm. Donc pareil, voilà, ça c'est pour les rares légendaires. Les foil Hyper Space, donc tu vois, tous les 50 packs. Donc c'est-à-dire tous les 2 displays en moyenne, un peu plus de 2 displays. Et là, la showcase, une tous les 12 boss. Ça Donc pique là, un peu, quand Pourquoi, même. pourquoi cette idée, c'est de la merde? alors, sans déconner, PowerPoint de Romuald. alors 12 boîtes, quoi. C'est-à-dire que concrètement, t'achètes 12 displays. Donc le display, il est à peu près à 100 €, je crois. J'ai plus les prix Non, en non, tête. Mais attends. C'est une toutes les 12 boîtes. oui. C'est pas t'achètes 12 boîtes, t'en as une. Non. Oui, oui. T'achètes 24 boîtes, t'as encore 20% de chance de pas en avoir. Oui. C'est l'idée de faire des cartes avec une rareté supplémentaire, comme les enchantés par exemple, ou les trucs équivalents dans Pokémon et tout, c'est une très bonne idée en soi, parce que Ouais. les collectionneurs vont vouloir ces cartes-là, donc Mm. ils vont acheter beaucoup de boîtes, ouvrir beaucoup de boîtes, et toutes les cartes basiques de rareté exceptionnelle, mais qui sont les mêmes cartes au final en termes de gameplay, bah, elles vont être vendues pas cher. Donc ça, c'est une très bonne idée. Je crois que ça a encore bugué. Non, c'est bon, on est toujours Non, là? c'est bon, c'est revenu une chute de réseau. Ouais, y a pas de souci. Mais donc, vraiment, en fait, c'est le paradis des scalpers et surtout, ça va être beaucoup trop rare. Du coup, ça va être beaucoup Mais en trop fait, cher, le ces problème cartes-là. que je vois, c'est que moi, si tu veux que ton jeu il soit vendu, il faut que ce soit humainement possible, pour un budget moyen haut, de faire un full set une fois de temps en temps. Mmh. Parce que les collectionneurs, quand ils se lancent dans une collection, ils aiment bien faire un full set de certaines éditions. Mm. Mmh. Si t'as 5 hyper rares qui sont une fois toutes les 12 box chacune et qui valent 300 balles chacune, le full set Mmh. n'est jamais complété. Ouais. Tu peux pas compléter un set comme ça parce qu'il va coûter trop cher. Et du coup, ça veut dire que t'as pas de goal de collection possible pour ce jeu. Tu veux pas collectionner en disant ah bah toutes les 3 extensions, je vais faire un full set. Parce que ça coûtera 5000 balles. C'est ça. Ouais. Du coup, avoir des cartes très très rares, genre l'anneau unique qui est qu'une fois, Ouais. L'anneau des unique trucs comme qui ça, valait 2 millions, hein, qui s'est vendu à 2 millions, quoi, l'anneau unique. Hein. Ah ouais, il était vraiment mignon. Donc, ah, Romuald, tu Mais es là? le problème, en effet, c'est que vu que les collectionneurs, Ouais, ouais, je les suis là. collections ouais, ouais, on est Ok. Non, excusez-moi, j'ai mais cru du qu'il y coup, avait un bug. vu que la collection est beaucoup trop compliquée à mettre en place attends, mais tu m'entends, Mathieu, ou? Oui, je t'entends, Est-ce que tu nous excuse-moi. entends? Allô? Oui, je vous entends. D'accord, parce que je me coupe un peu le milieu. Pardon, Je me dis: excuse-moi. «Qu'est-ce qui se bordel?» OK, OK. Y a pas de souci. Je disais, vu que les collectionneurs, en fait, vont pas être intéressés parce que la collection va coûter beaucoup trop cher, a priori, de ce jeu-là, avec ce problème de cartes beaucoup trop rares, bah, du coup, les collectionneurs vont pas acheter beaucoup de paquets et revendre les cartes compétitives pour les gens pas cher. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un vrai moyen de baisser le prix des cartes de manière générale. Ouais. Bon, en tout Donc cas, ça là, rend les choses un peu c'est ce qu'ils mettent à la fin. Ils disent, vous démarrez compliquées, je pense, peut-être. pour le jeu. Vous vous demandez pourquoi nous avons conçu les boosters de cette façon. La réponse très simple, pour soutenir le format draft et scellé. Mmh. Donc, moi j'aime bien cette Ça, transparence. par contre, c'est une bonne idée que les boosters dedans ouais, ouais. Bah, enfin, en vrai, s'ils voulaient soutenir le scellé, ils auraient mis 2 rares par booster comme le fait Flesh and Bud. Bon. Ça, je suis un peu d'accord et je suis un peu d'accord aussi que sur 16 cartes, l'idée de mettre des bases et des, leaders, je trouve ça cool parce que ça veut dire que tu pourras les avoir facilement et donc tu auras facilement de quoi jouer. En effet, pour le draft, ça donne des trucs intéressants,
Par contre, en effet, pour moi, une rare par booster sur 16 cartes, ça veut dire en fait, le nombre de communes, il est ahurissant. Tu peux remonter le nombre de communes, je crois qu'on est à 9 communes ou un truc comme ça. Mm. Ouais, je crois que c'est 9 C'est beaucoup communes. trop, c'est beaucoup trop de cartes bah, en fait, on a des pénuries de papier dans le monde. Ouais, mettre autant de communes par booster, Mais t'as bah, 6 c'est pas communes, ouf, quoi. voilà. Mais alors, tiens, c'est une bonne question, ça, Bon. Ketal, ce que tu dis. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les jeux de cartes à collectionner, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle façon de créer les boosters, Mhm. créer les boosters pour justement éviter ce surplus de papier, entre guillemets, inutile. Si je prends, par exemple, l'Orcana, c'est un exemple tout con, mais toi, j'ai ouvert 2 displays de l'Orcana. Je me suis retrouvé avec quasi 200 cartes qui me servait à rien en commune, Mhm. une commune. 200 cartes, c'est énorme quand tu ouvres 2 displays, je trouve. Et est-ce que aujourd'hui ou demain, est-ce qu'il serait pas mieux de trouver une nouvelle façon Mhm. de faire les decks Attends, Oui. non, en fait, je réfléchissais et je me suis dit, bah, la façon de faire ça mieux, alors elle est très simple. Ça s'appelle les jeux de cartes évolutifs. En avez-vous entendu parler? Parce qu'en Des jeux de fait, cartes dans lesquels s'ils te vendent pas des il n'y a communes, pas de rareté. s'ils te vendent pas des communes, ils te vendent des paquets vides. Parce que c'est ça le problème du TCG, le problème fondamental de la loterie, c'est que ouvrir des boosters pour trouver les rares et les légendaires qui sont intéressantes, c'était jeter de la commune par la fenêtre, mais c'est intrinsèque au système de Parce que TCG. si jamais t'as pas assez de communes par rapport aux autres cartes, bah, c'est plus des communes au final. C'est elles qui Mm. deviennent peut-être plus rares, tu vois. On revient, on était... alors je suis désolé, hein, je sais pas s'il y a encore du monde ou pas, mais on va continuer l'émission, tant pis pour ceux qui nous auront quittés. Je comprendrais parfaitement que beaucoup de soldats nous ont quittés durant ce live, je suis vraiment désolé. On était sur Star Wars Unlimited, et on était Mhm. surtout sur le sujet des cartes à collectionner, sur un débat sur les cartes à collectionner, savoir est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas moyen, tu parlais des JCE par exemple, mais le JCE, t'as toujours, pour ceux qui aiment bien les jeux de cartes à collectionner, t'aimes toujours un peu ce côté ouverture de booster. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire des packs, des boîtes ou des, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais des packs de démarrage, en genre avec toutes les cartes en x4 communes et une commune. Et que quand t'achètes tes boosters, t'as 4 cartes à l'intérieur qui soient rares, super rares. En fait, tu gardes exactement la fin du deck de l'Orcana. Ce qui fait que quand tu ouvres ton booster, Mhm. bah t'as moins de cartes dedans, certes, mais en fait, tout ce qu'il y a dedans, c'est des trucs de ouf, entre guillemets. T'as des rares, des super rares, des légendaires, des enchantés. Il Enfin, il y aura toujours des cartes qui seront classeurs dans un sens, parce que même au niveau des rares, Ouais, du coup, les Unco deviendront les communes. oui, en fait, ça, c'est en fait tes communes, ça sera tes rares au final. Parce que si dans un booster, t'as genre plein de rares et que non, des fois t'as une super rare et des légendaires, non, en fait, moi j'étais parti sur tu mets que 4 cartes dans ton ouais, ouais, booster. Donc c'est ça. t'auras. Et tes 4 cartes, c'est quoi comme composition? Et bah, tu prends les compositions du deck Lorcana, c'est-à-dire que t'as une rare au minimum, une deuxième rare ou une super rare. Je crois que c'est ça, non? Ouais. T'as trois. Mm. En fait, Ouais. là actuellement, dans les boosters Arcana, t'as 2 slots de rares ou plus Oui. et une folle qui peut être de n'importe quelle rareté. Ok. Ok, donc faudrait rajouter. Ok, je vois ce que tu veux dire. Un autre slot, entre guillemets, assuré, genre par exemple une super rare dedans ou. Même avec ces 3 cartes-là, les rares C'est vont ça. devenir les communes. Ok. Parce que tu vas ouvrir beaucoup plus de rares que de super Hmm. héros de légendaires. Ok. Au final, tu auras des stocks de 200 rares qui traînent. Ok. C'est reporter, toujours Après, ça reporter le fera quand problème. même moins de Le modèle du TCG est fait ça pour fera quand rendre. même moins de cartons dans un sens, Ouais. parce que si jamais on garde le même ratio, en effet, les gens vont quand même acheter moins de boosters a priori. En théorie. Ça, c'est Après, aussi le problème, c'est que les gens vont acheter moins de boosters et oui, ça les arrange pas. c'est ça. Sauf que tu les vends quasi le Mais en même fait, prix c'est qu'aujourd'hui, quoi. Donc. le problème des lootbox physiques. C'est que tu es obligé de produire un produit Mhm. physique. Oui. Euh, on pourrait imaginer, enfin, là, je vais le dire crûment, mais enfin, la manière la moins polluante, c'est aussi la manière la plus cash et la plus réaliste de faire ça. C'est quand tu achètes un booster, tu achètes un billet de loterie, puis tu reçois ton lot que si tu as tiré le gros lot. Et puis voilà, c'est fini. C'est Oui. Les pas. TCG, c'est que tu achètes un numéro comme un Tribolo ou Ouais, ouais, bien sûr. un euro million. Et puis si t'as choisi les bons numéros, tu reçois ta légendaire par la poste. Enfin, Ouais, bah bien sûr. il y a un moment, on peut pas simplifier, on peut pas rendre le TCG écologique et viable de la même manière qu'on sauvera pas le monde avec le libéralisme et l'innovation. Non, 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 bien sûr. Parce que tant que le système gaspille, il gaspille. Enfin, Ouais. c'est très politique ce que j'ai dit là, mais si il est dans sa structure même fait pour faire consommer et
faire consommer de la production de masse, ben, il y aura toujours fondamentalement un problème. Problème qu'il n'y a pas dans le JCE, mais du coup, le JCE fait moins vendre, et c'est la raison pour laquelle les éditeurs ont laissé complètement tomber le JCE, parce que c'est pas le format. Si ce Star Wars-là, il sort en LCG, c'est aussi parce que FFG, c'est plus FFG qui est une boîte dont le patron, c'est le gars qui a fait Twilight Imperium, c'est que FFG, c'est une branche d'Asmodée avec un board d'investisseurs derrière. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Je continue les news. En fait, il n'y avait pas que ça qu'on a appris aussi ce week-end. À Essen, ils ont fait aussi une présentation et ils nous ont présenté les trois prochaines. Enfin, les trois prochaines. Le starter, donc le 8 mars qui va arriver, le premier set. Et ils nous ont annoncé deux sets supplémentaires. Et en fait, on serait en gros sur 3 sets par an. Ce que je trouve plutôt bien, parce qu'on se retrouve avec 4 mois d'écart quasi Ouais. entre chaque sortie. C'est ce que font plus ou moins tous les TCG, même l'Orcana, etc. Enfin, je pense que tout le monde fait à peu près ça maintenant. Et je pense L'Orcana que est c'est à un bon 3, je format. crois, non? L'Orcana, ils sortent tous les 3 mois, parce que regarde, août, septembre, octobre, novembre. T'as peut-être raison, en effet. Ah, ils font 4-7, c'est plus comme Pokémon. Ouais. Ouais, Après, Pokémon, ils font beaucoup plus, mais c'est différent. oui, mais, mais là, j'ai trouvé, en fait, que déjà, ça permet de donner, tu vois, une vision jusqu'à novembre. Tous les 4 mois, t'as tes sorties de jeu et tout, donc je trouve que c'est pas... Ouais, Mm. j'ai bien aimé j'ai bien aimé Ah, que le c'est fait ok. qu'il... C'est ok. Ouais. Donc En là, fait, on... de toute façon, tout ça, c'est déjà planifié. Enfin, on en a discuté avec l'Orcana Oui, des faits qu'il faut planifier à l'avance, les lignes de production, etc. Donc, ils ont tout intérêt à l'annoncer vu que c'est déjà prêt. oui, bien sûr. Donc là, ils ont marqué donc le Spark of Rebellion, donc c'est 250 cartes standard. Et ils ont annoncé aussi que ce serait tous les films Star Wars modernes, les films, les TV, les comics, les romans, les jeux vidéo, bref, tout, ils toucheront à tout. Donc c'est pas impossible qu'on voit du Ahsoka ou du Mandalorian Mhm. dans les cartes, quoi. Pourquoi Donc pas, hein. Et c'est très rigolo le surfing, mais j'ai l'impression que l'extension du deuxième set, le nom du deuxième set joue très fort avec les Gardiens de la Galaxie au niveau de la c'est vrai au typo et niveau du patch. de, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas, c'est. Par contre, moi, celui de J'avais novembre pas me fait chauffe. gaffe, j'avais bien vu. Celui de novembre sur papier me chauffe énormément parce que je pense que c'est pour toute la partie Clone Wars. République et tout, Ouais. ça pourrait être. Mhm. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être assez fous. Non, alors non, en fait, c'est juste du foreshadowing de ce qui va se passer en France, mais Bref, il y a beaucoup. Je remets le lien dans la description, j'aime beaucoup cet article. Alors, par contre, juste pour terminer sur Star Wars Unlimited, ils ont annoncé une nouvelle carte de Mace Windu. Je voulais la montrer. Parce qu'en fait, on dirait Barack Obama en fait en version Jedi. Et je la trouve vraiment très moche. Je suis désolé de le dire, pourtant je défends le jeu. Mais le On peut Han parler de Han Solo. Solo si tu veux, hein. Ouais, le Han Solo, Mace Windu, quand ils m'ont annoncé, je me suis dit, putain, c'est vraiment le gros défaut du jeu, c'est que des fois tu vas avoir des cartes qui sont super belles. Je me suis dit au bout d'un moment, ok, ça va, je me suis adapté au style. Et là, ils sont Ah non, revenus avec ces deux ils sortent des dingueries de temps en temps, ouais, grave. C'est dommage, en plus, le style peut coller au jeu et il y a des trucs, c'est vraiment sympa. Je trouve que de manière générale, tout ce qui est véhicule, avec ce style un peu comics, ça marche vraiment bien. C'est vrai. Par contre, les personnages, c'est qui tout double. Des fois, c'est ouais. trop bien, des fois, c'est une catastrophe. Ah ouais, bah là, c'est vraiment. Je voulais terminer là-dessus, mais j'avoue que les deux personnages étaient vraiment, étaient vraiment catastrophiques. Il y a encore du monde qui est là. Oui. Merci. Merci de survivre à ma connexion en Merci à vous carton. deux d'être restés. Merci aux 3 personnes qui sont encore avec nous. Un peu plus que 3, mais merci à vous en tout cas. Voilà, donc ça c'était les news. Maintenant, on va passer au cœur de l'émission, de toute façon. Oula. Parce qu'à un moment donné, Oh, faut accélérer. On va parler de l'Orcana, les amis. Et on va parler surtout allez. du tournoi qui s'est passé il y a 2 semaines. Alors, comment s'est passé votre tournoi? J'aimerais un peu avoir votre ressenti, surtout, déjà dans un premier temps, sur le côté streaming. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, tout était bien prévu pour vous? Est-ce que vous avez pu... Grave. Ouais, grave. En fait, Ouais, moi, enfin, voilà. Pour pardon. partir, bah, je vais commencer à en parler si tu veux, Romu, vu que j'étais Ouais, en vas-y, vas-y, coordination c'est du toi qui as projet. fait Et puis le après, début. on prend ton retour aussi, je pense, clairement. Mais en gros, moi, ça fait très très longtemps que je sais qu'il y a un tournoi qui se prépare pour Octogone. Et ça fait très très longtemps que je suis un peu dans les starting blocks en mode oui, oui, je suis chaud ma tête pour commenter, etc. Il y a tout le matos, on est autonome et tout, on peut tout faire, il n'y a pas de problème. Au final, on a été sous la tutelle de Golden Heart, donc de Jérémy, de la chaîne Golden Heart, donc très très sympa, qui nous a filé un coup de main au niveau de tout ce qui était comment dire, layout, tout ce qui était scène, pour que tous les streams présents à Octogone aient les mêmes scènes et la même layout et la même façon de faire les choses. Ok. Donc très très sympa. On les a mis en contact avec tous les gens nécessaires, il n'y a pas eu de problème.
Donc bah, évidemment, dès que j'ai su que c'était tout validé, j'ai appelé mon ami Romuald parce que je savais que ça marcherait très, très bien et qu'il était pas très loin. Donc peut-être ton retour aussi à ce moment-là, toi de ton côté, Bah, moi, j'étais très content parce que je dois dire que bah, Lorcana, je suis mitigé sur le jeu, dans le sens où je répète tout à ne plus soif que on ne verra l'intérêt compétitif qu'après la troisième extension, c'est pas moi qui le dis, c'est Ravensburger. Et que le jeu a un potentiel, mais en même temps, le jeu, bah, il coûte cher maintenant à la sortie, etc. Donc j'avais pas forcément envie de m'y lancer en compétitif, dans le mode où j'avais pas envie forcément de me monter des decks pour faire des tournois. Par contre, j'avais envie de suivre la scène compétitive. J'ai monté les decks compétitifs en proxy ou sur Pixelborn. J'ai suivi le méta. J'ai vraiment suivi comme si c'était un jeu dans lequel j'allais m'investir compétitivement sans m'investir compétitivement. C'est un peu particulier. Mais je crois que c'est ce que je préfère faire en fait dans les jeux dans lesquels je suis. C'est vraiment cette espèce de compréhension du surjeu, du metagame. Et du coup, commenter, bah, Ketal est arrivé avec une proposition qui allait très bien. C'est-à-dire que ça alliait tout ce travail un peu passif que j'avais fait, d'aller sur les Discords américains, les Discords français, surveiller les decklists, surveiller le méta, faire de la veille, et pouvoir dire des grosses dingueries en live au micro pendant qu'il y a de Mmh. l'action, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et du coup, bah, dès que la proposition est tombée, j'ai dit ok, c'est bon, bouge pas, je prends mes billets Et et on j'arrive. s'arrange. c'est ça. Et du coup, ouais, moi de mon côté, une fois que j'ai eu validation et tout, on s'est organisé. Il y a eu des calls en amont avec le staff des judges, le staff de Troll Unite to Play, de la Fajira, qui était l'organisation donc, qui gérait un peu tout le pôle carte durant Octogone. Donc des trucs avec tout le monde. Et en vrai, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et une fois qu'on s'est rencontré le jour J, il n'y a eu aucun souci. On a pu rencontrer aussi les autres personnes qui géraient un peu tout le pôle carte, tout le pôle streaming et nous avait dit bah voilà, regardez, vous êtes ici, on avait un Mesdames petit et messieurs, peu bonjour, cloisonné. ici le Oh, Cléonis qui commandant. vient s'arrête, merci beaucoup. De bord, Merci à toi. Bonsoir ladies and Cléonis. gentlemen, this is Captain Et du speaking. coup, on avait un petit endroit Yes. tout Alors, cloisonné, tout bien, tout pépouze. Vas-y, vas-y. non, je voulais juste remercier Cléonis, qui était Ouais. en émission sur Prototitop, je crois, si je dis pas de bêtises, qui Ouais. nous rejoint avec son petit raid. Merci à nous de nous donner un coup de pouce, Cléonis, parce que nous sommes en PLS de Cool. connexion, nous Ah ouais. avons perdu tout le monde, donc ton petit raid Ouais. nous fait extrêmement plaisir. Mais là, ça devrait mieux marcher, les gens, je vous en Mais supplie, enfin, restez là. Mathieu, te fais pas d'illusions. On a juste récupéré les traîtres qui étaient partis chez Cléonis C'est pendant que ça. la connexion avait lâché. Bonjour tout le monde, bienvenue, je vous aime beaucoup, ça fait plaisir de vous voir. Ah, les traîtres. On parlait de l'Orcana, donc installez-vous, on faisait le point sur l'Orcana et sur le tournoi Octogone que Ketal et Romuald étaient en train de nous expliquer que c'est eux qui avaient commenté le live. Donc excuse-moi, Ketal, tu peux Y a pas reprendre. de souci. Et du coup, en fait, on est venu la veille déjà pour rencontrer un peu les gens. On a vu le petit con, on allait streamer. On a parlé un peu de comment ça allait se passer, où c'est qu'on allait mettre les choses et tout. Ce qui nous a permis de savoir quel matos on avait besoin d'amener. Du coup, j'ai pas besoin d'amener des lights, pas besoin d'amener un fond vert ou des trucs comme ça. C'était tout nickel. Et du coup, on avait un petit endroit cloisonné avec. En fait, les gens jouaient littéralement juste derrière nous, mais on a pu mettre un câble pour la caméra au sol et le gaffer. Du coup, les gens n'ont pas trop marché dans le câble. Par contre, ils ont beaucoup marché dans la caméra, malgré le setup incroyable qu'a mis en place Romu avec moult panneaux d'alerte. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, on va dire. On a fait ce qu'on a pu. Mais le setup était incroyable. Alors, Parce que les gens ont beaucoup tapé dedans et ça n'avait pas décalé tant que ça. Il n'y a qu'une fois où vraiment il y a quelqu'un qui a dû mettre un gigantesque coup de poing, je sais pas, mais franchement, ça marchait bien. alors sinon au niveau de, j'aime bien aussi parler un peu de stats. Ça a attiré du monde ou pas? Parce que le but c'est pas de dire est-ce que ta chaîne a fait du succès ou pas, mais est-ce que l'intérêt d'un tournoi à l'Orcana, le premier gros tournoi, est-ce qu'il y avait une Alors, hype ou pas de la communauté ou au minimum, on était à 50 spectateurs. En moyenne, on était à 70 et on a eu un pic à plus de 120 durant la finale. énorme quoi. Donc, pour un jeu sorti il y a un mois, où c'est le premier tournoi français commenté en physique, Merci les c'est juste des stats incroyables. follow, C'est ouais. juste énorme. Là, sur les rediffusions uniquement sur comment ça s'appelle? Uniquement sur Twitch, parce qu'il y a eu une coupure, donc sur les 2 lives cumulés, on est à plus de 3000 personnes. Ouais. C'est Donc, énorme. non, il y a un vrai public, il y a un vrai engouement derrière. C'est énorme. Donc, C'est- c'était vraiment trop, trop cool en termes d'engouement et du coup, le chat était réactif. Il y avait des gens, ça c'était trop bien parce que moi je viens on va avec Romuald aussi d'ailleurs, moins tu me diras lui, mais moi je viens vraiment de l'univers des JCE dans lesquels il y a pas vraiment de team professionnel parce qu'il y a pas d'enjeu monétaire. Là ici, il y a des teams qui sont un peu soutenus et avec des partenariats avec des boutiques et du coup, on avait la team TSI, donc la team que Oui. voici, pour reprendre des mots d'un grand sage très célèbre, ou alors on a tous quelque chose en nous de TSI qui est une vanne que j'adore, je l'ai vu sur le Discord français. Grosse dédicace à eux.
Et aussi donc la team Savior, qui c'était très très cool parce qu'on bah, nous on découvre en fait le principe des teams. Enfin moi je découvre, je connais l'idée. Mais là je vois vraiment des teams avec des fans dans le chat, des logos que je connais pas, des symboles. Donc la dernière fois je l'ai fait, ils étaient tout fous. Donc je vais, je vais le refaire, c'est à peu près ça si je me trompe pas, le symbole Savior là. Voilà. Mais j'ai marqué des points la dernière fois je l'ai fait, j'en suis sûr. Ok. Donc là je marque des points. Mais trop cool, tu vois, il y avait plein de gens dans le chat qui étaient trop à fond pour bah, leur champion, pour leur joueur préféré, etc. On avait des gros champions de jeux de cartes à collectionner qui étaient présents. Il y a donc le champion de Dragon Ball, champion français de Dragon Ball Super, le jeu de cartes, Hmm. et 3e mondial, on m'a dit, ou un truc comme ça. Donc il y avait des gros noms, il y avait des grosses affiches. Et aussi, on avait plein. Bienvenue dans mon monde Catal. Et il y avait aussi plein de gens, des vieux joueurs que je connaissais de JCE depuis très longtemps, Ah, qui dont le venaient avec leurs gagnant, hein. enfants. T'as dit quoi? Dont le gagnant. Dont le gagnant, tout à fait, mais même des gens que j'avais pas vus depuis super longtemps et qui étaient venus avec bah, leur fils ou leur fille, quoi. Mm. Donc, au niveau de l'engouement du tournoi, il y avait de tout. On nous a conté l'histoire d'une fille de 8-10 ans qui était à 3-0 à la fin de la 3e round. Je trouve ça incroyable. Génial. Une petite à 3-0, machin et tout. Malheureusement, on l'a pas vu en top derrière, mais Ouais, mais bon, c'est trop cool. Déjà 3 victoires, quoi. 8-10 ans, c'est clair. c'est énorme. Non, c'est clair. Mais alors, tu vois, Et du TSI, coup, juste, je le dis pour un aparté, mais il y a pas mal de monde d'entre studios qui font partie de TSI. En fait, Ouais. on a Pata qui lui est plus présent pour les analyses de deck. On fait une analyse de deck, là on a commencé à en faire une qui sortira je crois jeudi ou vendredi sur la chaîne. Et en gros il fait partie de l'équipe un peu distancielle des cartes sur table. Il est plus lui sur le jeu de manière compétitive. Et il y a aussi le Dandy aussi, je crois qu'il fait partie aussi de TSI si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc tout à fait. c'est vrai que j'ai toujours voulu moi les sponsoriser. On a beaucoup discuté là-dessus. Mais en fait ça coûte beaucoup trop cher et on n'a pas assez d'argent aujourd'hui chez AJS pour pouvoir soutenir une équipe compétitive. Faut déjà qu'on se paye nos places pour Cannes, donc C'est ça, non mais c'est ça. Non mais c'est exactement ça, mais moi j'étais prêt à me dire putain, je suis prêt à vous payer genre toutes les inscriptions au tournoi et tout, et on est en train d'en discuter, et en fait on s'est rendu compte que les prix étaient très très élevés sur une année complète avec tant de monde quoi, mais je me suis dit, et c'est une petite frustration de me dire putain c'est dommage qu'encore AJS aujourd'hui on soit une petite structure, parce que c'est un truc que j'aurais vraiment kiffé faire. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, vraiment trop cool au niveau du tournoi. Nous, après, bah, arrivé le jour même, on s'est levé à 6h du mat. On est arrivé sur place à 7h30. On a tout un stream mis en place. On voulait commencer à 8h30. On a commencé à 8h45 parce qu'on avait un tout petit peu de retard, le temps de mettre les choses en place et tout. Normal. Et là, on a stream pendant 12h45. Voilà, sans pause. C'était bien. incroyable. Des pauses de 15 minutes maximum. On a fait 3 pauses de 15. Ouais, c'est ça. Donc très peu de pauses, on se relayait après pour ah bah tiens, vas-y, pendant que moi j'interview, toi tu peux te reposer un Ouais. peu, parler à des gens, manger ton sandwich là. Les gens nous ont ramené à manger pendant le tournoi et tout. Enfin non, vraiment super cool, super bonne ambiance. Les gens étaient tous contents. Je trouve, moi j'ai eu ce ressenti-là, mais c'est aussi le ressenti de tous les joueurs, surtout de joueurs de jeux de cartes où la communauté peut être un peu toxique. Je pense à des jeux peut-être comme Magic, Yu-Gi-Oh, DBS, One Piece, des trucs comme ça. Et là, apparemment, même ces joueurs-là disaient, mais vraiment, l'ambiance était géniale. Tout le monde rigolait, tout le monde souriait, tout le monde passait vraiment un bon moment. Même les gens qui faisaient des mauvais résultats et tout. Au niveau des judges, ça a été impeccable. Il n'y a pas eu de gros drama, il y a eu très peu de gros problèmes, même pas de gros problèmes tout court en fait. Il y a eu des Tu veux, petits problèmes. tu veux notre théorie, Ketal? La théorie genevoise sur ce genre de truc? Vas-y. C'est que les jeux qui sont toxiques, c'est les jeux où tu mets des coups à l'adversaire directement. Mais... Parce qu'en fait, dans ta en vrai, mentalité, grave. t'es en train de taper l'autre. Alors Mais que grave. c'est pas le cas à l'Orcana. Ouais, non, mais en vrai, c'est une analyse qui est complètement plausible. Psychologiquement, je pense que ça a un impact. C'est pas Mm. je suis mort, c'est l'adversaire est monté à 20 avant moi. Ouais. Et je mine de pense que rien, ça change. c'est grave possible que ça change tout. Ouais. C'est possible. Bon sinon, au niveau compétitif, Parlons un au peu de niveau choses. des stats, Allez, Rentrons dans le vif du sujet. montre-nous les jolies petites images qu'on a à montrer là. voilà. Alors, au niveau des Ah. répartitions, on avait quand même comment dire, une dominance assez nette quand même en rubis améthyste et en ambre acier. Ça, on s'y attendait, parce que c'est deux decks très 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 populaires. Je m'attendais à ce que le troisième deck le plus joué soit le deck ambre émeraude, le jaune-vert, le fameux jaune-vert, le lemon lime comme il l'appelle, qui est un gros deck rush et qui massacre le rubis améthyste, mais qui par Ouais. contre se fait massacrer par le ambre acier. Et en fait, pas du tout. Il a été peu représenté. Et le troisième deck le plus représenté, c'était une grosse surprise. C'était Acier Émeraude. Un deck que je vais jouer au chapitre 2 sans aucune hésitation. Mais là, déjà, des gens qui le jouaient. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que normalement, ce deck-là, l'archétype qu'on voit beaucoup en ligne, c'est de la meule. Le but, c'est de jouer plein de fois ce rêve bleu pour forcer l'adversaire à piocher cette carte
et de trouver des moyens de récupérer cette carte de la défausse et de la rejouer plein de fois pour défausser tout le deck adverse. Hmm. Et là, non, pas du tout, il jouait pas ça, il jouait plutôt un truc à base d'un mix entre je vais très vite avec mes cartes et j'ai des cartes qui font des dégâts pour gérer tes potentielles menaces. Je m'en suis mangé un dans la tronche en tournoi jeudi dernier, ça peut monter très très vite et c'est pas simple à arrêter. Donc très intéressant. Et ce qui était très cool, c'est que l'intégralité des différents combos de couleurs étaient tous joués au moins une fois. Là, on voit tout en haut du camembert, il y a 2 toutes petites parts qui sont donc gris, rouge Merci et les jaune. De manière générale, rouge était la follow, couleur la moins ouais. jouée parce que, à part rouge-violet, l'archétype rouge, c'est très compliqué de le jouer. D'ailleurs, je Oui, vais regarder. c'est ce mais qu'on je- voit en fait que le rouge-violet, en fait, rouge il est qu'avec le violet ou une fois avec le vert en fait, en gros. Enfin, alors que le C'est ça. vert, t'as l'impression qu'il peut matcher un petit peu avec tout le monde. Enfin, La couleur la plus jouée, et c'est aussi la couleur dominante dans le méta, c'est l'acier. L'acier, parce Mm. que l'acier, ça a Tuon la bête, et que Tuon la bête, ça met un gros frein à énormément de decks qui veulent Hmm. essayer d'aller vite. De tous Ou les qui petits jouent agros, plein quoi. de- Tuon la bête, Pour moi, Tuon la bête, dans ma lecture, c'est le meilleur removal, c'est meilleur dans l'état actuel du jeu que pour moi, le le méta pattern. tourne intégralement autour de Tuon la bête. Ouais. C'est-à-dire, c'est la carte qui définit le méta en ce moment. Parce qu'il y a trop de decks qui se font stopper instantanément par un Tuon la bête bien placé, et à l'inverse, il y a des decks qui résistent complètement et qui du coup peuvent continuer à perfer, typiquement le Rubis Améthyste, Mm. qui s'en moque complètement de Tuon la bête en général, et qui du coup lui peut perfer. et je suis surpris que moi, mon deck que j'aime beaucoup jouer, qui est le bleu-jaune, qui ne soit représenté qu'à 3%, alors que je l'ai trouvé Ouais. plutôt. Enfin, je l'avais trouvé plutôt fort. Moi, il n'était pas au petit de ouf, tu vois. Mais quand Mhm. je fais du pixelborn et autres, donc qui peut être opti, à chaque fois je m'en sors avec des très bons résultats. Donc, Le problème mais des decks qui ne jouent pas soit acier, soit rubis, c'est vu que tu manques de removal de masse, vu que tu manques de moyens de gérer tout un board d'un coup, Hmm. si l'adversaire commence à prendre avantage sur le terrain, c'est fini. Tu remonteras pas. Et c'est ça souvent la difficulté de ces decks-là. c'est pas faux. Et il y a quelques rares solutions. Par exemple, il y a des decks maintenant qui jouent vert-violet parce qu'en fait, ils le jouent de manière rush pour aller très très vite. Et au pire, en endgame, s'ils montent un peu haut, ils peuvent toujours avoir Elsa pour gérer 2 cartes et essayer de finir très rapidement. Mais ça reste des decks rush. Là, par exemple, vert-violet, le but c'est juste tu poses des personnages à 3 de l'or et t'as de la pioche pour jamais t'arrêter. Ok. C'est l'idée. Ok. Mais c'est des decks rush. Et le reste joue tous acier ou rouge, tu vois, jusqu'au moment où on arrive sur le Limon Line qui est un rush. Voilà. Ok. Donc après, on peut voir sur l'autre slide, en fait, c'est le top. Le top Alors, 8. le top Ouais. 8. Top Mhm. 8. Et là, fait très surprenant, c'est que bien qu'on avait une grande majorité de rouge-violet et de jaune-gris, et ben en top 8, on a 4 decks jaune-gris sur 8. Et pourquoi, mon bon Jamy? Eh bien, très cher Fred, c'est parce que la capillarité du sucre. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que rouge-violet, c'est un deck contrôle qui est très lent pour gagner. Très particulièrement en miroir. En miroir, il y a des gens qui ont fait 0 partie gagnée en 50 minutes. C'est-à-dire qu'à la fin des 50 minutes, aucun des 2 joueurs n'était N'avait- monté à 20. Ok. Putain. Et Ouais. en fait, le problème, c'est que ces gens-là qui, dès la première ronde, ont potentiellement mangé des égalités ou des matchs miroirs, se sont retrouvés beaucoup à être dans les mêmes tables ensuite. C'est-à-dire qu'à la fin de la première ronde, tu as beaucoup de rouges-violets qui avaient fait des égalités déjà, et vu que dans un tournoi à ronde suisse, tu joues contre des gens qui ont le même résultat que toi, en fait, il y avait beaucoup de rouges-violets qui se sont mangés les uns les autres. Ok. Et il y a une sorte de phagocytose, c'est-à-dire les rouges-violets se sont mangés des rouges-violets, donc ça fait encore plus d'égalité et encore plus de gens au milieu de tableau. Et les joueurs de rouge-violet rigolaient beaucoup parce qu'ils regardaient les tables autour d'eux, donc les tables des gens qui étaient un peu à égalité, etc. Et il y avait que du rouge-violet à ce moment-là. Donc tu as de rares gens qui jouaient rouge-violet qui ont réussi à monter au-delà, mais Ouais. très rares, genre Elle est Jason très en est un. peu, ouais. Et du coup, vu que l'ennemi naturel du jaune-gris, et même si jamais Stark en bat 1 en finale, c'est lui-même qui le dit, et même le méta le dit de manière générale, embrasser c'est très fort, mais contre rouge-violet, vous avez un mauvais match-up. Même si tu as pimpé ton deck pour essayer de l'améliorer, tu as quand même un match-up légèrement négatif. Mais en fait, vu que tous les rouges-violets étaient au milieu, les bailliers jaunes-gris qui avaient fait 1 ou 2 victoires au début, ils les ont jamais rencontrés. Et du coup, Ok. c'est ce qui fait qu'on a eu autant de jaunes-gris en top, parce qu'ils ont peu ou pas rencontré de rouge-violet durant leur ascension. Putain. Alors nous, il y a un deck qu'on a Incroyable. présenté là dans la semaine qui était Ah oui, le le vert bleu. le vert Génial. bleu. Ah, deck de Qui, On l'a Zonzo. vu, on l'a pas vu durant le top 8, mais on l'a vu en ronde 2 dans les vidéos. Donc si vous allez voir sur ma chaîne, normalement en ronde 2, vous voyez ce deck-là. Et en fait, on l'a pris spécifiquement parce qu'on connaissait, enfin, on connaissait pas le joueur, mais on nous avait dit ce joueur-là, c'est un champion de Dragon Ball, faut prendre ce joueur-là en stream.
Et quand on a appris qu'il avait du vert bleu, on s'est dit, mais what the fuck, on Ouais. veut voir ça. Et c'était trop marrant à voir. C'était trop cool. Mais surtout qu'en plus, le vert bleu, on peut voir qu'il avait énormément de cartes non ancrables dans son deck. En moyenne, on dit à peu près entre 10 et 12, enfin, c'est une Ouais. moyenne. Et je crois qu'il était rendu à 22 dans la vidéo, donc c'est Mhm. énormissime, mais c'est plutôt couillu, c'est bien d'avoir un deck Ouais. comme ça. C'est ce que j'aime bien, moi, dans les tournois, c'est d'avoir un deck comme ça qui sort un peu de nulle part, qui est sur le Mhm. papier est très couillu, et qui au final a réussi à faire une Ouais, bonne perf, complètement. hein, top 8. Et pour moi même les autres decks bleu-violet, pour moi, c'est ce qui aurait dû gagner le tournoi si jamais il avait été fait sans toute égalité du rouge-violet. Parce que bleu-violet, normalement, c'est un bon match-up contre rouge-violet. Mais là, bon, il a perdu apparemment Vicious en 8ème, mais voilà. Vert-violet, moi, c'était une surprise aussi parce que je savais pas que c'était très joué. Et le rush soutenu par la pioche, c'était très intéressant. Et bleu-violet, en vrai, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de cartes non ancrables. Parce que en vert, t'en as plein qui sont trop fortes. Dès que tu joues Mm. vert, t'en joues plein, c'est obligatoire. Et en bleu, tout ce qui est rampe, c'est aussi du non ancrable. Mais justement, vu que tu joues beaucoup de rampe et vu qu'en bleu, il y a la plume en forme d'arête qui permet d'ancrer les cartes non ancrables, C'est ça. c'est moins un défaut. Et ça, c'est super intéressant en termes de deck build. En fait, c'est un jeu où je trouve, même pour 204 cartes, au terme de deck build, il y a plein de petites choses à faire, plein de choix à prendre. Mm. Et c'est méga intéressant. Tous les embrassiers qui au début jouaient d'une certaine manière, et maintenant tu as des questions du genre est-ce que j'entre Tu m'as oublié Si oui, en combien d'exemplaires Est-ce que j'entre le Stitch Rockstar Est-ce que j'entre le Stitch Surfer Est-ce que je rentre les deux Landstark a fait un choix brillant de rentrer des allumer les mèches pour simplifier le fait de pouvoir jouer réponse derrière, même dans les mauvais match-up. Ouais. Vraiment, il y avait tellement de choix de deck build à faire pour un jeu à 204 cartes. Je trouve ça vraiment impressionnant pour un jeu qui vient de sortir. S'il y a un point pour moi où le jeu brille actuellement, c'est dans son deck building. Où tout est jouable. Je vais pas dire tout est viable, parce qu'il y a quand même des combinaisons de couleurs, genre oui, jaune-rouge, non, c'est pas viable. Mais enfin, compétitivement, hein, parce que tu veux jouer pour le fun, tu peux faire des decks trop bien. Ah Des oui, decks jaune-rouge princesse avec Mulan, Moana Mulan, Mulan qui fait piou-piou-piou, avec Moana qui se redresse 10 000 fois et que tu t'amuses derrière. Tu peux c'est vrai, t'amuser à faire des decks comme ça, hein. Mais bon, compétitivement, c'est plus compliqué. c'est vrai. Est-ce Mais que voilà, c'est le jeu est super bien. est-ce que c'est bon est-ce que c'est bonsoir Sfa 91. Est-ce que pour Octogone, est-ce que tu conclus Ouais. sur Bon, on peut conclure là-dessus pour dire que voilà, victoire de Landstark. Nous derrière, on a récupéré tout le staff. On a été ramené par la même personne qui nous a amené, donc Adrien, que je remercie encore une fois. Aller et retour en voiture pour nous déposer, c'était vraiment super cool parce que sinon, voilà la galère. Et on est rentré, on est sorti boire un cidre très rapidement dans un bar juste à côté, le White Rabbit, que je salue aussi évidemment. Et on allait se coucher, on n'en pouvait plus, quoi. Ouais, j'imagine. Et puis, petit scoop, hein, mais les tournois à Lyon, c'est pas fini. Je peux pas dire la date parce que c'est pas encore officiel, mais si vous surveillez Internet, Discord, la page Trollune, tout ça, dans les jours à venir, ça va peut-être tomber. OK. Mais sachez que début novembre, il va y avoir un tournoi de 64 joueurs, Win Not Rove. Donc l'idée, c'est 64 joueurs, et le gagnant repart avec un display. Oh, Donc on continue sur la lignée des tournois compétitifs, soutenus mais pas officiels. Soutenus par Ramadan Weller mais pas officiels. Vivement le championnat de France à Lyon, ah bah il y a intérêt, hein. Je ne sais pas encore si jamais je vais être capable de pouvoir retransmettre cet événement parce qu'il se passe à Trollune, et à Trollune on n'a pas trop de Wi-Fi ni de port Ethernet. Donc soit je trouve un moyen d'avoir la 5G de manière stable et auquel cas on va essayer de retranscrire ça, soit je serai peut-être participant pour une fois, Mm. ou alors reporter, ou on verra quoi ce que je fais. ou alors tu parles de bornes 4 de 5G, mais peut-être aussi, tu sais, les bornes, j'ai vu ça, les bornes satellites, tu sais, pour avoir internet Ouais, via écoute, satellite. écoute Mathieu parce qu'il a des très très bons tips pour les Ouais, connexions c'est internet. ça. Pour les C'est connexions c'est internet, vraiment franchement, quelque chose je pourrais faire un live là-dessus. L'enfoiré. Ah, mais Non, tu sais, c'est non, comme White Dwarf quand je peux taper, moi je tape, hein, c'est ouais, pour bah oui, l'entertainment. c'est exactement ça. Red Dwarf. Et donc voilà, on va essayer de streamer ça avec Romu. On va se renseigner le plus vite possible pour avoir une connexion viable et faire ça. Et dans le pire des cas, je pourrais toujours enregistrer les games et les commenter a posteriori avec Romu. Se faire un gros, genre si le tournoi est le samedi, on se fait un gros dimanche, on est chacun chez nous et on commente ça en live toute la journée en mode, voilà, on fait la rediffusion altérée J+1 du tournoi de Trollune. Ça pourrait être très très cool. Mais Trollune a besoin de déménager vers un local plus 21e siècle et plus grand, histoire qu'on n'ait pas à faire 20 mètres de marche entre les bâtiments. Je comprends.
Mais bon, on a aussi la chance d'avoir une boutique avec la possibilité de faire des tournois 64 places. Et ça, c'est pas beaucoup de boutiques dans Lyon ou même en France qui peuvent le faire. C'est clair. Sans louer de salle, parce que en plus, c'est à eux, c'est de la location qu'ils ont tout le temps, quoi. Donc très intéressant. C'est ce qu'on peut dire, Romain. Bah oui, voilà. Mais donc voilà, au niveau compétitif, on a encore des choses qui arrivent, et c'est tant de choses qui vont se faire. Il y a aussi des tournois dans le Nord, j'ai oublié la ville, je sais pas si c'est Rouen ou autre chose, mais un tournoi de 50 personnes, enfin bref. Les tournois Ouais. fleurissent en France sur le jeu qui sont même pas encore soutenus. Quand Ravensburger va arriver avec son format officiel, ça va être un carton. Les gens sont déjà chauds patates, ils veulent tous faire des tournois et gagner des boosters, donc let's go, hein. Ouais, c'est clair. Bah nous, notre partenaire MaxiRev fait pas mal de tournois aussi dans sa boutique, qui avait attiré pas mal de monde aussi. Donc ouais, non, les tournois marchent plutôt bien. Là, à Lyon, Trollune, c'est 2 tournois par semaine. Le jeudi soir et le samedi après-midi, il y a 2 tournois. Le jeudi soir, c'est le classique, et le samedi après-midi, c'est plus des trucs un peu originaux en général. Mais ça marche du feu de Dieu. C'est réservé en moins de 24 heures, toutes les places sont prises. Il y a de la file d'attente. Et c'est des tournois de 32 joueurs à chaque fois, hein. Donc Ouais. actuellement, à Trollune, on a plus de joueurs Lorcana que de joueurs Magic. C'est le jeu qui a la plus grosse communauté à Trollune actuellement. Ouais, parce qu'il y a aussi la hype qui fait que. Et la hype est là, mais la hype ne s'arrête pas, tu vois. Les gens, ils Oui. continuent de venir. Fait très intéressant et que je trouve très très cool. On a entre un quart et un tiers de joueurs, enfin de joueuses du coup, durant les Mm. tournois. Ça aussi, par rapport aux autres TCG, c'est vraiment très très cool. Alors, pas peut-être Pokémon, mais bon. Donc, nous, à Lyon, avant, on avait 32 de fer, on avait 3 nanas pour 20 joueurs et on se disait, ah, quand même, on est progressiste, tu vois. Donc, bon, ça change quand même les choses, quoi. Et on était progressiste pour l'époque, en 2012-2013, hein, clairement. Donc, Bon. mais donc voilà, compétitivement, ça bouge, c'est cool. Et bah, et ça bouge aussi du côté des spoils très rapide. On va faire assez rapidos. J'en parle. Voilà, j'ai fait une sélection, j'en ai pris que 2, Oui. mais il fallait qu'on parle de 2 cartes. Alors, Ouais. petit 1, improvisé. Pour Ah. 1, on choisit un personnage qui gagne +1 d'attaque pour le reste du tour, piocher une carte. Pourquoi c'est bien? C'est bien parce que ça fait cycler le deck. Et si toutes les actions à 1 pouvaient piocher une carte quand elles se font, genre Réflexion, la chanson à 1 avec Mulan sur l'image, Hmm. qui dit pour 1, tu regardes les 3 premières cartes de ton deck, tu les remets dans l'ordre de ton choix. Un truc comme ça, je crois. Si jamais ça faisait piocher derrière, mais ça serait joué de ouf. Ouais. Mais si Fan the Flames, pour 1, tu redresses quelqu'un qui peut pas partir en cas derrière, si tu pioches derrière. Mais ça serait joué de ouf. En fait, le problème des actions à 1, c'est que dans le jeu, les cartes sont tellement chères, c'est tellement compliqué de piocher. La moindre carte, c'est tellement un investissement que si jamais la carte n'a pas un impact fort, soit elle va partir en encre, soit bah, tu vas pas la jouer. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'actions à 1 qui ont des effets très intéressants, mais du coup pas assez impactants à partir du milieu fin de partie. Improvisé est un exemple très bon de carte qui marche très bien parce que ça fait un tout petit effet qui peut être game breaker. Le petit 1 d'attaque en plus, on sait tous qu'il y a des moments où le 1 d'attaque ça change quelque chose. Le petit 1 d'attaque sur le personnage qui a 2 de l'or ou 3 de l'or là que tu peux pas gérer et qu'en fait ça change toute ta game, Hmm. ça change tout. Le petit insaisissable 3-4 là où tu avais un personnage insaisissable à 3 d'attaque et que tu peux pas aller le choper, voilà. Sauf que là d'ailleurs tu pioches et piocher c'est la vie dans le genre de jeu et du coup ta carte se rentabilise pour seulement 1. Tu vas chercher autre chose derrière. Ouais, c'est On clair. peut même parler très rapidement, on la montrera pas, mais de la nouvelle mini qui a été montrée, qui justement dit qu'elle gagne 2 de l'or si jamais vous avez joué 2 actions dans ce tour. C'est typiquement le genre de carte qui va très bien avec, parce que du coup on peut jouer plein d'actions pas chères, Et et c'est donc pas d'avoir. grave, parce qu'on Non, n'a pas moins de cartes en main derrière. c'est ça. Moi, si je peux me permettre de dire quelque chose, hein. Ouais. Oui, tu peux. J'aimais déjà beaucoup Develop Your Brain, parce que justement, c'est une remplace sélective pour un. Oui. Et en fait, ce genre de carte-là, c'est pas un petit bonus qui coûte 1 et puis en fait ça te coûte 0 carte. C'était surtout joué en 56. C'est-à-dire que toutes les cartes qui pour un coût négligeable te font piocher 1, c'est des cartes qui se remplacent et donc c'est des cartes qui augmentent ta consistency et donc qui favorisent un game plan unique dans un jeu. Et en fait, c'est ça toute la différence entre un deck de Magic et un deck de Pokémon, c'est qu'un deck de Magic il peut faire 3 ou 4 parties différentes, un deck de Pokémon il en fera toujours qu'une. Sauf quand il tourne pas. Un deck de l'Orcana, pour le moment, il va avoir un potentiel de faire 4-5 parties différentes parce qu'on pioche tellement pas et on peut Hmm. tellement varier ce qu'on met en encre en fonction de ce qu'on a en main et pas forcément en fonction du match-up, alors qu'on devrait se soucier que du match-up, qu'on va se retrouver à faire des parties très différentes. Alors que si on a plus souvent ce type de carte-là qui représente un plus gros pourcentage du deck, si tu as un tiers du deck, c'est des cartes qui se remplacent quand tu les joues, bah au bout d'un moment, tu vas te retrouver à faire tout le temps les mêmes parties. Et à partir de là, tu vas pouvoir être dans un jeu où tu joues avec ton deck et pas avec ta main.
les deux différences que je vois dans les TCG. Et du coup, moi, c'est un type de jeu que je préfère, dans le sens où tu construis un deck vraiment pour qu'il fasse quelque chose, et ça veut dire que tu vas pas gagner le match où tu as mis des counters si tu pioches des counters, tu vas gagner le match si tu as mis des counters. Et ça change totalement, c'est-à-dire que mieux tu lis le méta, plus ta partie va être forte. Mais bref, voilà, c'était juste un petit aparté mais là-dessus sur mon avis sur ce Tout petit. T'as complètement raison. Et pour Et moi, la c'est deuxième. vraiment cette carte-là que j'ai envie de voir, quoi. Et Oui. la deuxième carte, alors alors le vert, voilà. On Ouais. a vu les deux légendaires vertes pour l'Arcana chapitre 2. Il y en a une, c'est pur contrôle et La rush. belle. Et il y en a une, c'est pur contrôle et rush. Parce que là, son On a effet, la c'est belle que qui a chaque trois fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez redresser ce personnage sans aucune restriction. Voilà. Il a Et pas la restriction classique de je me redresse, mais je peux pas pas partir, partir en quêter. quête. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Là, il part à l'aventure quand il veut. Donc la bête, si vous avez plein de petits moyens de mettre des dégâts à l'adversaire, eh ben la bête va faire autant de fois de l'or. Et ça change tout. Dans un deck qui peut maintenant, par exemple, jouer des pistolets à plasma, carte que j'ai toujours voulu jouer mais que c'était pas possible, jouer des Robins des Bois 2, la dernière carte spoilée qui s'incline pour mettre un dégât, jouer encore une fois des trucs un peu classiques, mais le Hans à 2 de l'or qui, quand il or, fait un dégât à un adversaire. Oui. Tu peux jouer Allumer les mèches, tu peux jouer Clochette, L'effet tu prends la bête, clochette. Ouais, c'est ça, ouais. il y a encore d'autres choses derrière. Tu as tellement de moyens de potentiellement mettre des dégâts à l'adversaire, sans compter les classiques défis que tu peux faire sur les créatures adverses, enfin personnages adverses, pour essayer de les bannir, etc. Vraiment, même si jamais c'est pas de l'OTK, c'est-à-dire je pense pas que la bête va être jouée dans un deck dont le but est de monter à 0 à 20 en un tour. Je Non. pense quand même qu'elle va faire des trous incroyables et que ça va être un aimant à toute la gestion de la Terre. Moi, Parce que quand dans ton deck... Ouais. Ouais, vas-y, continue. Non, mais quand dans ton deck en vert, t'as déjà tellement de cartes à 3 de l'or qui ont besoin d'être gérées rapidement, parce que 3 de l'or dans ce jeu, c'est énorme. Rajouter une carte comme ça, qui a peut-être que 2 de l'or, mais qui peut le faire tellement de fois dans le tour, c'est vraiment trop fort. Et en combinaison avec toutes les cartes qui leur beaucoup en vert, en plus, elle est elle est ancrable. Normalement, les cartes vertes fortes, c'est des cartes non ancrables, et tu dois faire des choix dans ton deck, parce que tu peux pas jouer toutes les cartes non ancrables de la Terre. Ouais. Là, en plus, elle est ancrable. Du coup, t'as aucune raison de pas la jouer, mais il y a aucune raison, si tu joues vert, de ne pas jouer cette carte. Et si tu joues vert gris, comme par hasard, c'est encore mieux. C'est clair. Ouais, c'est clair, ça va attirer beaucoup les feux du dragon, je pense, ce genre de C'est ça. cartes. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as trop de cartes qui doivent être gérées sous peine de gagner la partie, je pense à Belle, je pense à la bête, je pense à Cusco, même si c'est plus compliqué, tous les 3 de l'or du genre Hans, Chapelier Fou, etc. Au bout d'un moment, en fait, tu commences à en manquer de cartes de gestion directe, de Maui, j'ai- de Feu de Dragon, des trucs comme ça. Moi, j'ai un petit problème avec ce genre de carte. Ouais. Alors, Elle va coûter autant que réponse. Ouais, c'est un peu par contre le problème. Mais... Faut voir, hein. alors, Faut voir, hein. moi, j'ai un petit problème. En fait, c'est que je vois déjà avec ce genre de carte, et c'est pas forcément un problème, mais c'est quelque chose qui était déjà avec la Ariel qui se détape quand on joue un item, c'est qu'on a des bouts de mécanique sans limitation. Sans limitation de boucle. Toi, Et tu penses moi, à des boucles infinies. quand je vois un truc comme la bête, je vois le pendentif en coquillage d'Ursula, chaque fois que je joue une chanson, je peux payer un pour piocher une carte. Je me dis, ah, j'ai un chanteur qui peut se détaper quand je mets des dégâts, et je peux payer un pour piocher chaque fois que je chante. Je suis sur 2 couleurs, j'ai déjà 2 cartes qui sont un début de mécanique. Et ça, c'est en 2 extensions. Dans le sens où, faut pas oublier que Wakfu TCG, c'était super bien, mais Wakfu TCG, la première boucle infinie, était la 3e extension. Et j'ai peur, parce qu'en fait, une carte comme ça, c'est censé boucher des coins de design. C'est-à-dire que la détape de la bête est limitée par le nombre de points de vie restant en face. Si une fois qu'il n'y a plus de personne à taper, je peux plus me détaper. Oui. On est d'accord, c'est Ça, on est d'accord. la hard limite de la bête. Ça veut dire que des cartes qui permettent de mettre des persos en jeu depuis la main de l'adversaire ou la défausse de l'adversaire sont normalement beaucoup trop dangereuses à design, parce que ça permettrait de passer le hard cap de la bête. Mais se bloquer ce type d'effet alors qu'on est au 2e set du jeu, c'est hardcore comme limitation sur le design potentiel du futur. Après, il faudrait beaucoup de boucles quand même, parce qu'il faudrait aussi de la thune infinie. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même à mettre en place avant de tomber sur une boucle infinie pour l'instant. Mais je suis d'accord que tu vois. Mais c'est une question de design pur, en fait, je trouve. Il y a vraiment cette espèce de liberté de se donner, vas-y, on va se mettre des détapes inconditionnelles qui sont pas limitées 3 fois par tour, qui sont pas limitées à paqueter. Enfin,
il y a une espèce de liberté dans le design, mais qui, moi, en tant que joueur combo, et Ketal le sait, en tant que playtester, c'est les choses que je regarde le plus, ce genre de boucle-là. L5R, la grue, Parce que, RPZ. parce que je suis un gros deck builder et j'ai tendance à beaucoup m'intéresser à ce genre de mécanique. Bah moi, ça me fait plaisir et en même temps, ça me fait un petit peu peur. Alors, Je vais je- juste répondre à Nesty, parce que je vois que tu as répondu, Mathieu. Et en oui, fait, Nesty, alors, oui et non, Nesty. C'est-à-dire que oui, si jamais la bête ou un personnage adverse se prend des dégâts durant le tour de l'adversaire, la bête va se redresser, en effet. C'est automatique, c'est pas vous pouvez, c'est... Ah si, vous pouvez. Mais bref, tu peux le faire. Par contre, non mais c'est perso adverse, c'est-à-dire que si jamais l'adversaire, il arrive et qu'il envoie Polochon attaquer une créature chez toi, pardon, défier un personnage chez toi, Polochon de l'adversaire va prendre des dégâts, donc la bête implacable va se redresser. C'est un fait. Par contre, est-ce que c'est la première carte qui engendrera une action pendant le tour adverse? Non. Parce qu'on a déjà Cruella, parce qu'on a déjà Cheshire, des cartes qui s'activent quand c'est le tour de l'adversaire et qui te bannit ou attaque, il y en a déjà plein en fait. C'est pas un problème. bah, Donc surtout qu'en voilà. plus, l'objectif, hein, de mon point de vue, je pense que l'objectif final, c'est que ta bête, elle soit redressée quand c'est la fin de ton tour. Ça. Pour Et c'est surtout justement que, en qu'elle se fasse fait, avec attaquer, ses quoi. 5 points de vie, ouais, avec ses 5 points de vie, il faut la défier et la bannir en un seul coup. Hmm. Parce que tu pourras pas le faire en 2 fois, parce que Non. si tu l'attaques avec une... Si tu as une 2-2 et une 3-3 en jeu, et que tu veux essayer de gérer la bête, de la bannir, bah dès que l'une des deux va attaquer la bête, elle va se Tu redresser, vas elle sera défiée. redresser. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, c'est tu ça. serais en train de me dire que Elsa A3 est la meilleure carte du jeu parce que ça permet de gérer absolument tout ce genre de bêtises. Il faudra d'abord l'incliner peut-être, parce que la bête sera sûrement encore debout durant le tour Mais... d'adversaire. Je pense pas que tu vas la laisser tranquille. Non, Ah mais bah c'est... non, clairement. Mais en tout cas je trouve que les cartes qui ont été dévoilées pour l'instant sur ce set numéro 2 font extrêmement plaisir. Je trouve qu'il y a vraiment de très très bonnes cartes. Et une parenthèse aussi, parce Oui. que les gens n'en parlent pas beaucoup. Les gens parlent beaucoup du ah là là, la bête elle peut quêter à l'infini. Ok. Mais avez-vous pensé qu'avec du résist, la bête peut Elle peut wipe le attaquer board. à l'infini et wipe le board adverse? Ça aussi, c'est très très fort. C'est vrai. Non, Parce qu'on franchement, a en gris on a en gris un item qui donne un de Et en résiste, c'est ça? gris, voilà. En gris, une petite armure de Mickey qui peut mettre résiste 1. Comme ça, ta bête, elle peut attaquer plein de fois et résister et se redresse à chaque fois. Il y a plein de choses à faire avec cette bête. Vraiment, c'est... ouah, Ah, c'est de la détape, quoi. C'est de la détape sans condition, hein. Oh, j'ai Ouais. hâte. Oh, j'ai trop hâte. Ouais. Sans Non, compter les autres cartes vertes comme Hypnotize et Rebond, bref. Oh, Merci beaucoup, Nesty, pour le Prime. franchement, un grand merci Nesty, parce que bon, c'est vrai que bon, je sais pas si, non, bah, j'enchaîne les galères. J'ai plus de piles sur mon sur mon clavier et ma souris. Ah, ces gens qui sont pas en filaire. Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. Ce soir, j'enchaîne, j'adore enchaîner comme ça ces soirées. Tu sais, quand ça commence, ça ne s'arrête jamais. Non mais voilà, en tout cas, pour revenir sur l'Orcana, c'est vrai que je regrette moi juste le fait de pas pouvoir plus y jouer là, surtout personnellement parce que j'ai un gros charge de travail en ce moment. Mais Pixelborn me permet quand même vachement de pouvoir. Merci le follow. Me permet Pixelborn de pouvoir quand même jouer beaucoup au jeu malgré tout et de pouvoir jouer avec des decks entre guillemets très compétitifs parce que bon quand t'as besoin de 4 réponses dans ton deck et qu'une réponse coûte 30 ou 40 euros t'as pas envie de dépenser 120 balles pour 4 cartes. Donc Si je peux juste faire une petite parenthèse très rapide, oui. attendez janvier et la réimpression du chapitre 1 pour acheter vos cartes en x4. Ouais. Ça va baisser. Ça va baisser de ouf. C'est Ouais, déjà en train complètement. de baisser et ça va continuer à baisser. Bon bah 50, ouais, donc voilà. Donc réponse, c'est 50 euros la carte, donc c'est 200 balles si tu veux les avoir dans ton deck. Mais oui, Ketal a complètement raison. Il y a du reprint qui va arriver en janvier. Alors, le reprint, on peut revenir dessus pour me dire si j'ai mal compris l'info, mais ils ont annoncé un reprint pour le chapitre 1 et chapitre 2, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais. C'est-à-dire que le chapitre 2 aura les mêmes stocks que le chapitre 1. Donc, si votre boutique veut prendre du chapitre 2, demandez-leur parce qu'il y a déjà des boutiques qui ont commencé les précommandes. Donc, pour commencer à avoir le nombre de stocks qu'ils vont avoir besoin. Ouais. Donc, Bah alors, renseignez-vous, ne vous venez pas trop en retard. Ouais. Mais en gros, pour finir rapidement, juste chapitre 2, c'est même stock que chapitre 1. Et dès le chapitre 3, on aura le double en termes Ok. de stock.
Bon. Donc, mais c'est pour ça qu'ils ont très vite dit on va faire un reprint chapitre 1, chapitre 2, on sait pas de combien, on sait pas de comment, etc. Mais oui, ça arrive normalement en janvier. Ok, très bonne nouvelle. Et sachez que normalement, oui, tu parles des précommandes, je crois qu'elles commencent à la fin de la semaine, le vendredi 14, je crois officiellement, ou là dans très peu de temps. Il y a déjà des Et boutiques qui passent le terrain, quoi, donc c'est pour ça. Ok, bah sachez que moi je l'avais déjà dit, mais on a notre partenaire MaxiRev qui m'a dit de vous donner cette information-là, que lui il aurait un stock alloué le double de ce qu'il avait pu avoir pour le chapitre 1, parce que bah, ça Mhm. s'est très bien vendu, puis le fait qu'il participe à des tournois et compagnie, il a été très bien vu du côté de Ravensburger. Donc sur la page de MaxiRev, vous avez une newsletter, vous lui envoyez un message en disant bah voilà, je veux du Lorcana, vous lui dites ce que vous voulez, et comme ça, comme tu le disais Ketal, il saura exactement quelle quantité il pourra demander par rapport à ça. Voilà. On va aller doucement vers la fin de l'émission qui a été très difficile à aller jusqu'au bout. Et là, depuis 40 minutes, nous n'avons aucun problème. C'est comme quoi tout peut Incroyable. arriver. Et nous allons attaquer la partie Flesh and Blood. Parce qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière. Mais nous avons encore des choses à vous dire. Hop là, je passe juste en mode plein écran. Voilà. Ici. Flesh and Blood, vas-y, Romuald. C'est Alors, je pour reprends toi. vite un petit peu. Les choses n'ont pas changé depuis la dernière fois, hein, c'est les mêmes cartes qui sortent. Oui. Mais maintenant, elles sont sorties. Donc, j'avais juste envie de vous en parler un petit peu. Il y a donc Round the Table qui est une box de 4 decks qui permet de faire ce qu'on appelle de l'Ultimate Pit Fight, donc du tous contre tous à Flesh and Blood en multi. J'ai pu le tester, j'ai testé le deck mécano, j'ai testé une game avec la boîte, on a ouvert la boîte, on a slivé les decks et on a fait une game. C'est très rigolo. J'ai passé un très bon moment, mais parce que je jouais à des gens qui jouent à Flesh and Blood. Je jouais avec des gens qui jouent à Flesh and Blood, qui jouent à Flesh and Blood à un niveau correct, correct bon compétitif. Et du coup, tout le monde avait déjà les calculs en tête, et puis il y avait que la partie multi sur laquelle on se prenait la tête, et donc c'était fun. Je trouve que la boîte est très bien pensée, parce que c'est sûr que ce genre de truc, on va en voir en side event, à côté des events, les gens vont faire des rounds de table pour déconner, en buvant des bières, etc. Est-ce que c'est le produit d'appel pour amener des casus sur Flesh and Blood? Mon avis personnel, c'est que c'est non. Ah. Et pourquoi? Parce que pour jouer à ça, il faut déjà avoir fait une ou deux games pour comprendre comment marchent les mécaniques. Et 4 decks, ça veut dire 4 mécaniques. La force de Flesh and Blood, c'est que chaque héros est hyper spécifique. La faiblesse de Flesh and Blood, c'est qu'en multijoueur, chaque héros est spécifique. Du Ouais. coup, si t'arrives et que tu comprends pas ce que font les autres, tu sais pas où est la menace, tu sais pas quoi faire. Du coup, ça fait vraiment du nawak. Donc, peut-être que je me trompe. Peut-être que ça va être le commandeur qui sauve le Magic Casu. Mais pour moi, Flesh and Blood a pas cet appel casual friendly du fait que c'est un jeu de micro-avantage, tout simplement, qui se grind au fur et à mesure de la partie. Et c'est encore plus le cas dans cette version en Ultimate Pit Fight, où vraiment on n'est plus en train de calculer ses ressources par rapport à un adversaire, on est en train de calculer ses ressources par rapport à 3 adversaires. Donc il y a des gens, ils arrivent avec 3 cartes en main, normalement tu vides ta main, ils le font pas juste pour garder des ressources, etc. Enfin, Hmm. vraiment, je pense que s'il y a du PvE, et ils en parlent à LSS, hein, s'il y a du PvE où on est 3 contre un monstre, contre un board game, contre un etc., bah là, on pourra prendre un casu, on lui file un deck, il a pas besoin de savoir ce que ses potes font, on lui dit comment il doit jouer contre le monstre. Et là, il y a peut-être plus de chances que ça intéresse du casu. Mais pour moi, en l'état, Flesh and Blood est un jeu compétitif, le Flesh and Blood multijoueur est un jeu de détente, est un jeu convivial pour les joueurs compétitifs aussi. Alors, tu peux pas faire du 2v2, justement, pour les casus, pour avoir un peu ce côté coop Alors, versus... j'ai pas. Il y a peut-être des trucs qui circulent, des règles non officielles qui circulent pour ce format-là. Mais t'as Mais pas moi, ça me de... dit vraiment rien. Ok. Non, parce que Donc j'avoue voilà. que quand on en avait parlé de cette boîte-là, je me dis, tiens, ça pourrait être fun et tout, de la prendre et de faire un live et tout dessus. Mais c'est Bah, vrai que... essaye, hein. Ouais, mais c'est vrai que Troll- si moi j'ai aucune maîtrise du jeu, en fait, je vois pas trop l'intérêt de... Bah, c'est juste que tu dois te prendre 4 personnages plutôt que 2 pour ta première game, quoi. C'est Mais, ça. mais à part ça, le jeu, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc, si vous avez vite fait un peu de Flesh and Blood et puis que vous voulez pas investir dans un deck compétitif parce que ça coûte de l'argent, mais que vous voulez quand même passer un moment fun parce que vous êtes, enfin, tous les gros joueurs de n'importe quel jeu, Flesh and Blood, c'est pas la mer à boire, hein. Enfin, si vous jouez à Yugi, Pokémon, faites du haut level à Magic, même à l'Orcana, euh, ça va aller. Enfin, les règles, vous allez gérer. Vous avez 4 cartes en main, donc
c'est un très bon moyen de keep up avec le jeu, etc. Moi, je pense vraiment que c'est plutôt par rapport au casu, qui aurait pu être une cible de ce genre de produit, que, à mon avis, c'est pas idéal. Ok, Voilà. ça marche. L'autre news. Et l'autre news, c'est Bright Light qui est enfin sorti, donc l'extension dont on avait parlé la dernière fois. J'ai fait des pré-releases, j'en ai fait 2. J'ai commencé à faire du construit avec cette extension parce qu'il y a vraiment c'est la classe que je joue et donc forcément ça m'appelle. Et je dois dire que cette extension est une réussite incroyable. Euh, la force de Flesh and Blood, c'est qu'avec des règles simples, il y a des gameplays uniques, émergents à chaque nouveau personnage, à chaque nouveau style de jeu, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, ça ne manque pas. Et comme Mécano est une classe qui est compliquée en termes de sequencing, qui demande passablement de compréhension, de manière d'ordonner ses actions et de faire des choix, et c'est une classe avec beaucoup de micro-décisions par rapport à pas mal d'autres classes, avoir une extension qui est entièrement basée sur une classe aussi particulière à jouer, ça fait que le limité a quand même beaucoup de skill cap, que des potes, je les vois jouer, ils s'amusent et à la fin ils posent leur deck de limité, ils font je jouerai jamais mécano, on construit, c'est mort. Et au contraire, des potes qui font ah putain, mais il y a tellement de trucs, c'est trop bien et tout, et qui comprennent l'intérêt de la classe, et du coup ça fait plaisir. Donc pour moi, l'extension est une vraie réussite. De toute façon, Flesh and Blood est un jeu où on ne vend pas une extension à tous les joueurs. On vend une extension à tous ceux qui veulent toucher à tout, mais un joueur qui est un joueur compétitif, qui a son perso, il y a des extensions, il va pas forcément les acheter, s'il n'y a pas de carte. Pardon, Oula, dis excusez-moi. donc. Ouais, non, c'est compliqué là, pour son perso. Et voilà, donc Euh, il y a 30 personnes. Ouais, j'aime être un influenceur et être un influenceur, c'est aussi faire bailler les gens. Mais du coup, voilà. Je trouve que c'est un bon truc. Et si ça vous intéresse, j'ai donné un avis plus détaillé dans un blog tenu par la communauté suisse de Flesh and Blood, un blog qui est extrêmement qualitatif, qui s'appelle le Flesh and Blog, qui est le lien que je t'ai mis après. Voilà, donc on a fait une petite liste de questions avec des potes. Et puis, Vaniel, qui gère le blog, nous a fait un bel article avec nos réponses. Donc, je vous laisse aller checker si vous avez envie d'un peu plus de choses sur l'extension. Sachant que sur le blog, il y a beaucoup d'articles extrêmement intéressants et pour tous les TCG. Parce que Vaniel est psychologue de formation, donc il s'amuse sur ses temps libres à faire des articles sur la psychologie des joueurs de jeux de cartes, etc. C'est toujours assez drôle à lire. Keta le connaît parce que il a Sur fait le d'autres du blogs. JCE, c'était le Rokugang, c'était pour L5R. Et sur Conquest, on avait un autre nom encore, je sais plus ce que Ouais. c'était. Je sais plus le nom de Conquest, mais bref, ça fait, Voilà, ça fait longtemps que ça gère des blogs. Et, complètement. et du coup, c'est toujours intéressant d'aller lire des articles un peu plus généralistes. Et si vous jouez à Flesh and Blood, il y a des trucs assez intéressants. Il y a un article avec un interview du champion de France et un interview du champion suisse, notamment, récemment. Donc, vraiment, je vous encourage à lire le blog. Et si vous êtes joueur d'autres TCG, à chercher les articles qui parlent de TCG en général. Ok. Ok. Ça marche. Bah écoute. Merci beaucoup pour ces infos Flesh and Blood. J'avoue que moi, c'est toujours. Enfin, je trouve qu'à chaque fois, les extensions, tu vois, visuellement, là, celle des mécanos, ça me chauffe énormément. Mais j'ai jamais pris le temps de m'y mettre, d'essayer, ne serait-ce qu'un deck, tu sais, pour voir ce que ça vaut. Enfin, peut-être faire un préconstruit Mhm. et tester, de voir un peu ce que ça vaut. C'est vraiment. Ça fait plusieurs fois que je le dis à Clonis qu'il faut vraiment qu'on s'organise une soirée en live pour qu'il me fasse découvrir un petit peu le jeu, Ouais. pour voir. Comment il est, comment ça tourne, quoi. C'est vraiment un truc qui m'intéresse de voir, quoi. Donc, bah écoute, merci beaucoup Romuald pour ces petites annonces. J'en fais une petite dernière et après on passera au coup de cœur, coup de gueule. Sachez que nous avons reçu de la part de Fabien et de... alors, j'ai oublié, c'est Laurent et Jérôme, donc pas du tout Fabien. Laurent et Jérôme, Heredity. Un jeu de cartes qu'on avait essayé l'année dernière à Cannes avec Ketal déjà, on avait fait une vidéo dessus. vachement bien. Un espèce de jeu aventure, un peu dans l'esprit 7ème continent, avec des cartes de format carré où tu as une petite aventure, donc 5 chapitres, donc c'est le livre de Swan, 5 chapitres, 5 histoires différentes où chaque chapitre aura un gameplay différent, en tout cas des scénarios qui seront assez variés. Je crois que le scénario numéro 3, par exemple, c'est une course-poursuite avec des voitures et tout, donc rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans le chapitre 1, où on doit fuir d'une maison et autre. Vraiment un super jeu aventure. Je pars avec en voyage, et je pense que je vous ferai un compte-rendu quand j'aurai terminé quand j'aurai terminé la campagne.
c'est un jeu que je suis depuis un petit moment. Je suis très content de les voir arriver. Donc normalement, ça doit arriver soit cette semaine, je crois, en boutique, soit la semaine prochaine. Mais honnêtement, c'est de la bombe. En tout cas, moi, j'avais testé le premier scénario, je l'avais testé 3 fois. Et à chaque fois, il y avait des trucs différents. J'ai vraiment kiffé. Ah, tu l'as testé 2 fois? Parce qu'on avait testé ensemble une première fois, donc à Oui, Cannes, et franchement, déjà, on était trop en mode: «Ah, on voudrait bien voir la fin du scénario là et tout, Bref, bah, on a eu des surprises, des grenades qui pètent dans les fenêtres et tout. C'est c'est vraiment trop cool et il y avait une vraie tension et des vrais choix narratifs à faire, c'est c'était vraiment vrai. trop bien. Bah, je l'avais testé à Paris Ludique. À Paris Ludique, on avait pu le réessayer. Je crois que j'avais fait 2 parties à Paris Ludique où j'avais pu découvrir des choses différentes, complètement différentes dans la façon de faire et tout. Donc c'était assez drôle. J'aime beaucoup. Alors 5 scénarios, je sais pas ce que ça représente parce que là ils annoncent à peu près 150 minutes par scénario. Donc là, Mmh. d'un côté, est-ce que c'est mieux d'avoir que 5 chapitres et de les finir et d'aller au bout de ton histoire plutôt que d'avoir des scénarios à rallonge où ils t'annoncent 55 heures de jeu et que tu vas pas jusqu'au bout? Là, honnêtement, si t'as 2 heures entre guillemets par chapitre et que t'as 5 chapitres, ça te fait 10 heures de jeu. Je trouve que c'est déjà pas mal Oh, sur un c'est jeu pas mal. de. Ouais, Pas mal. c'est déjà Complètement. très très bien. Donc Moi, sachez c'est que clairement là, un jeu, s'il sort en boutique, je l'achète et je le fais avec ma chérie, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment le genre de jeu où on peut s'éclater de ouf. eh ben, ça sort normalement vendredi. Soit ce vendredi-là, soit vendredi de la semaine prochaine, mais au mois d'octobre, c'est sûr. Jean-Michel a faux à peu près, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Alors, très rapidement, les coups de cœur, coups de gueule. On termine toujours l'émission pour ceux qui nous découvrent ce soir, même si vous n'êtes pas nombreux, suite à mes problèmes, je vois coup de gueule et c'est faire. Ouais, j'ai eu des petits soucis techniques, donc pour ceux qui nous découvrent ce soir, à chaque fin d'émission, on fait un peu de hors-sujet pendant quelques minutes pour nous donner un petit peu nos coups de cœur et nos coups de gueule de manière générale. Est-ce que, Ketal, tu veux commencer? Allez, vas-y. Moi donc j'ai un coup de cœur auquel j'ai vraiment pas assez le temps de jouer parce que entre les préparations du tournoi d'Octogone et ensuite la mise en ligne de tous les matchs d'Octogone, ça m'a pris des plombes, je suis fatigué et cette semaine je vais être beaucoup plus light en termes de vidéo donc ça va me faire du bien. Mais j'ai acheté Sea of Stars et qu'est-ce que c'est bien. Si vous aimez Chrono Trigger pour les fans de vieux JRPG de Super Nintendo, si vous aimez le JRPG de manière générale, ce jeu est une bombe, c'est le compositeur du jeu, c'est un mec qui fait des musiques de génie, j'en ai plein en tête tout le temps, c'est trop bien. L'histoire au début, tu vois des trucs arriver, tu dis: «Ouais, c'est un truc classique et tout, OK», et en fait, il y a des vraies bonnes surprises, il y a des vrais bons moments d'émotion, des vrais bons moments où tu dis: «Waouh, je l'ai pas vu venir ce truc-là et tout, trop bien». Des moments où ça t'en met plein les yeux. Moi, je suis à, je sais pas, entre 20 et 30 heures de jeu et je viens d'avoir, une révélation majeure de l'univers du jeu que tu sais, dans les jeux JRPG, il y a toujours ce moment où tu te dis: «Ouais, j'ai vu la map, je le vois venir, hein. Il y a un autre monde, hein». Donc voilà, il y a des trucs un peu comme ça qui viennent, mais tu as quand même des révélations de ouf malades, même malgré ça. Je peux pas en dire plus sans spoiler, évidemment, mais je passe un excellent moment, excellent JRPG et j'ai qu'une seule hâte, en fait, c'est d'avoir un peu de temps libre pour, continuer, d'avancer dessus parce que c'est trop bien. Le gameplay est trop bien Eh ben écoute, et au niveau du gameplay juste, c'est Oui. un vrai mix entre Chrono Trigger et les JRPG récents où tu as du time action, c'est-à-dire, enfin, tu as des actions à faire pendant la phase. Typiquement, les Paper Mario, je sais pas si vous avez déjà joué, mais les Paper Mario ou les JRPG de Nintendo, quand tu attaques un ennemi, il faut appuyer au bon moment pour faire plus de dégâts. C'est ça. Bah là, ce jeu est basé entièrement sur ce genre de mécanique, avec aussi une sorte de mécanique de verrou sur l'adversaire, un peu à la Octopus Traveler, qui sont à briser pour bloquer leurs plus grosses attaques. Bref, franchement, c'est du bonheur. Le jeu est trop bien, il est trop bien équilibré, trop cool. Je ne peux que confirmer ce que dit Keta, alors j'en suis rendu qu'à 6 heures de jeu pour l'instant dessus. Euh, Tellement te... Mec, je peux tellement te spoiler des trucs C'est de... pas très gentil. J'avoue qu'il est très très bon ce jeu. Alors pour ceux qui ont le Game Pass, sachez qu'il a été Day One dans le Game Pass. Donc pour ceux qui sont abonnés au service de Microsoft, qui là en ce moment bombarde au niveau des jeux, je dois vous avouer que ce petit Sea of Stars, j'aurais voulu passer un peu plus de temps, j'étais plus bloqué sur Starfield. Ah, mais Mais arrête ton jeu de mort là et joue à des vrais jeux s'il te plaît. ouais, c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Je suis conscient que Starfield a des défauts. Romuald, de ton Joue à côté, des quel est vrais jeux ton... innovants avec une histoire quoi, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Ah, l'histoire, ça... pour une fois, je trouvais que Starfield avait une histoire qui était pas trop mal, qui était Ok. assez En rapide. vrai, je connais Dis-nous, pas l'histoire. Romuald, de ton coup de cœur, toi, de ton côté.
Kézal est déjà au courant parce que mon coup de cœur, je l'ai appris 20 minutes avant d'aller chez lui. Je vous en avais déjà parlé, c'est plus un truc perso, mais j'avais passé l'année passée sur un gros dossier qu'on avait posé en avril et j'ai eu la réponse la semaine passée. J'ai chopé un financement de thèse. Oh, génial! Je suis donc enfin un chercheur et ça me fait extrêmement plaisir. Je commence au 1er novembre. Donc ça veut dire que vous allez me voir dans votre jeu studio normalement plus fatigué, mais plus sécurisé dans ma vie. Et voilà, donc c'était un peu moi, je t'avoue que je fais pas grand-chose d'autre à part entre le tournoi Octogone et puis je suis rentré, j'ai fait quasiment que préparer ça depuis. Donc voilà, je Bah, suis écoute, heureux, mais ça prend du félicitations. temps. Ah bah félicitations. Félicitations à toi. Alors, on nous parle depuis tout à l'heure, c'est vrai que ça fait un moment qu'on nous relance sur les réseaux sociaux concernant Altered, qui va être un nouveau jeu de cartes à collectionner qui va arriver en janvier sur Kickstarter, qui sera normalement édité, ou enfin en tout cas localisé, ou édité, je sais plus trop, distribué, excusez-moi, par Asmodée. Mais en fait, le truc, c'est qu'on a des infos à droite à gauche, parce qu'il y a eu des présentations qui ont été faites en off, un petit peu pour présenter le jeu avant la sortie, donc souvent aux boutiques et autres. Donc pour l'instant on a pas mal de petits retours, je sais pas exactement ce qu'on a le droit de dire ou pas. Donc je pense qu'on fera une émission soit fin janvier ou soit fin novembre peut-être, enfin fin novembre ou fin décembre, où on aura peut-être un peu plus d'infos à dire officiellement. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de trucs qui pop en ce moment, des cartes assez jolies. Enfin, donc c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui nous en parlent. J'ai quelques infos vite fait, mais je pense qu'on en parlera plus d'ici quelques semaines. Je pense qu'au Mm. retour, je pense qu'au retour de l'émission, je pense qu'on pourra en parler un peu plus. Moi, mon coup de cœur, alors j'ai pensé à toi, Ketal, pour ce petit coup de cœur. La nouvelle série Castlevania sur Netflix. Oh, elle est Euh, sortie! Elle est sortie déjà depuis plus J'ai d'une semaine. tellement de séries à rattraper, c'est une horreur! La nouvelle série qui s'appelle donc Castlevania Nocturne, qui est Putain! Faut que j'aille trouver ma chérie, je vais la réveiller là à 23h, on va se faire toute la nuit ici. franchement, graphiquement, ouais, je vous le vois dans le chat, graphiquement, elle est super belle. Oh. Les musiques sont ouf, le scénario est génial. Franchement, j'ai trouvé que cette saison 1 était bien supérieure à l'ancienne série, qui était déjà très 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 bonne. J'ai trouvé que cette saison 1 rentre dans le vif du sujet. Enfin, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Donc, je dirais rien, parce qu'il y a des gens qui m'ont menacé de me spoiler sur Sea of Stars, et je ne ferai pas la même. Bah c'est surtout que... Non, je vais pas le dire. Non, non, mais franchement, je suis pas. Non, bon, moi j'ai beaucoup joué au Castlevania sur Game Boy Advance à l'époque, mais je suis pas non plus. Je connais pas trop le lore et compagnie, donc ce qui ferait que la série, moi, à chaque fois, je plonge dedans au niveau du scénario et ça me fait kiffer de ouf. Donc, Je connais les pistes sur le scénario de Trevor, je connais les jeux dans lesquels il est, donc je connais à peu près de après, quoi ça va parler a priori. Mais enfin, moi je dis non, Trevor, mais c'est pas. C'est Richter, pardon. Richter, oui. Richter Mais Belmont. justement. Et les gens qui connaissent les Castlevania connaissent un jeu. Les fans de Castlevania connaissent un jeu dans lequel Richter est impliqué, mais où il n'est pas le personnage principal. Hmm. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça en série comme ça. Qu'est-ce que j'ai hâte. Symphony of the Night, meilleur Castlevania ever. Ça va être incroyable. Je pense que là, il y a les pistes. Il y aura les pistes qui vont mener à Symphony of the Night, mais alors, Ce waouh, qui est ouf, ça c'est va que Ketal, il arrive à spoil une série qu'il a pas vue. Pas Il peut vu. pas Ouais. s'empêcher de spoil. C'est C'est vrai, oufissime, hein. C'est pas un spoil. J'ai juste dit Symphony of the Night. Tu Non, non, connais franchement. Symphony of the Night? Non? Et ben voilà. Et si tu Franchement, connaissais, bah tu savais que Richter, tu sais ce qui va se passer, donc voilà, c'est pas un spoil. non, mais voilà, en tout cas, j'ai pensé à toi, Ketal, quand j'ai vu l'émission. Je me suis dit, il faut que je lui écrive pour savoir s'il a kiffé. Non, j'avais pas vu. Mais en fait, en ce moment, il y a tellement de séries qui sortent, et le problème, c'est qu'il y a plein de séries où je peux pas les faire en regardant, en faisant autre chose. Typiquement, récemment, j'ai regardé la dernière saison de Kengan Ashura parce que je débranche mon cerveau, je regarde autre chose à côté, ça passe très très bien. Mais à côté de ça, il y a plein de séries qu'il faut que je regarde et je suis à la bourre. Tout ce qui est Disney+, la Asuka et tout, pareil que c'est trop bien, faut que je regarde. Dans les autres séries récentes sur Netflix et tout, pareil, il y a plein de choses que je Ouais, voudrais voir et j'ai ça pas le va donc. temps. J'arrive juste à me tenir à jour sur Jujutsu Kaisen, qui est un anime sur Crunchyroll, mais c'est Ouais. le seul, quoi. Et ah oui, oh, pardon, coup de cœur.
Jujutsu Kaisen, meilleur manga du monde. Voilà, c'est officiel. C'est sûr et certain maintenant. J'avais un doute, Ouais, meilleur manga du monde. maintenant. Après Full Metal. Et incroyable. Incroyable. En ce moment, il se passe des choses en scan, mais la fanbase est en feu. Je vais pas spoiler. Mais enfin, la fanbase, enfin, si c'est des gens qui ont l'habitude de Naruto, enfin, je veux dire, ça. Non, C'est mais bien ils ont Naruto, vite- qu'est-ce qu'il dit lui? C'est un ouf ou quoi? il s'est passé un événement majeur impliquant la perte d'un personnage qui était très apprécié par les fans de manière générale. Et la fanbase est à feu et à sang sur internet. Parce que t'as les gens qui disent ouais, mais c'est n'importe quoi. T'as les gens qui disent ouais, mais il était pas à fond. Et t'as surtout beaucoup de gens, et pour être honnête, au début, j'en faisais partie, qui arrivaient pas à faire le deuil. Qui étaient en mode non, mais il va Il revenir. va revenir. Et là, les chapitres avancent et ça a pas l'air d'être le mood. Et t'es en mode Je crois que ça me l'avait fait moi, ça me surtout fait pour. du mal. Ça me l'avait fait à l'époque pour Jiraiya sur Naruto. Et bien voilà, les gens parlent de Jiraiya des fois, mais pour moi, Jiraiya m'avait pas tant touché. Ah là, par contre, ça m'a détruit. Mais vraiment, c'est la première fois dans un manga depuis très longtemps que j'ai pas ressenti un deuil d'un personnage. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de voir des mangas qui arrivent à te faire ressentir des choses sur leur personnage. Parce qu'en fait, genre, il y a du danger et de la tension. Et qu'en fait, les personnages que tu kiffes et qui sont importants peuvent mourir. Ouais. Donc ouais, non, franchement, Jujutsu Kaisen, must regarder. Et en animé, pareil, il y a la nouvelle saison en ce moment, c'est trop bien fait. Cet animé est incroyable. Ouais, je la suis en ce moment. Moi, je la regarde en français parce que j'aime bien faire Ouais, autre chose aussi let's en go. regardant et je la regarde en français. Donc, ce qui fait que j'ai un petit décalage par rapport aux japonais. Parce que là, ils ont rattrapé le retard. C'est toutes les semaines, ils sortent 2 épisodes en français contre un D'accord. en japonais. Donc, en fait, ils sont en train de rattraper tranquillement le retard. Ok. Mais ouais, voilà. Ouais, Donc, vraiment, moi, mon coup de cœur, c'est ça. En ce moment, ouais, je fais pas grand chose en fait. En ce moment, comme je vous dis, je suis dans le jeu au niveau du travail. Donc, quand je rentre, je suis un peu claqué. Donc, je fais pas grand chose. Mais j'ai pu au moins regarder Castlevania, donc c'était mon petit kiff. Je vous remercie à tous ceux qui sont restés malgré les problèmes d'internet. Problème technique. C'était une catastrophe ce aussi soir. Merci à Clonis pour le raid. Ouais, qui Merci nous a à Chris ramené. Poed. c'est vrai. Et merci aussi à tous ceux qui sont restés pour regarder cette VOD sur YouTube qui doit être cutée de manière monstrueuse. C'est vrai. Et pensez à celui qui va demain s'amuser pendant une petite demi-heure à écouter, cutter tous les passages. Les chers auditeurs du podcast, j'espère que ça a été un peu compréhensible ce qu'on a dit ce soir, Ouais. parce que entre les coupures, etc., on n'a pas ouais. forcément fait gaffe à expliquer toujours à l'oral ce qu'on regardait. C'est vrai. C'est vrai, et puis surtout, ça se trouve, on partait sur un débat, puis après on est revenu pour parler d'autre chose, ça se trouve, c'est un peu brouillon, on s'en excuse. Avant de partir, comme toujours, on lance un petit raid chez notre petit copain Jirio, qui est actuellement en live. Je remercie encore une nouvelle fois Ketal et Cléonie, j'ai dire, Ketal et Romuald. Parce que je remercie aussi Cléonis qui nous a fait un petit raid. Et je le dis, sachez que les cartes sur table vont avoir une petite pause, parce que vu que je ne suis pas là pendant quasi un mois, je crois que la prochaine émission ne sera pas avant mi-novembre. Donc on est en train de voir avec les gars s'ils feront ou pas des lives le lundi, au moins un ou deux jeux ou autres, enfin selon ceux qui ont de la disponibilité, histoire d'avoir toujours un petit peu des petites émissions sur les cartes sur table. Donc voilà. Je ne suis pas présent, donc on essaie de faire pour vous proposer au mieux. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve à très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Bye bye.